Quelle fille voudrait quoi? Quand mes amis m'ont lâché, quand je leur ai dit... En prison, tout est possible. Trop, c'est trop. Cette semaine, ça a été beaucoup trop. Moi, je suis désolé, l'obésité, je la vis très mal. Je n'en peux plus aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Ce soir, j'ai pas arrêté de me faire draguer. Je veux pas accepter de perdre. J'y arrive plus. Il y a des moments où je craque. Il y a des moments où... Je sais pas, je me dis que tout est de ma faute. C'est pas évident. Mais putain, mais tu fais chier! Non! Tu me laisses. Marie-Jeanne, tu arrêtes. Elle est pas maintenant. forte là, t'abuses! Hein. T'es une clocharde. Ah, moi, je suis une clocharde. Ouais, tu penses qu'à ta gueule. Ah bah écoute, ma décision elle est prise. Hein. Ouais. Bah oui, tu partiras au foyer. Génial. Point final. Qu'est-ce que ça me fout? Parce que je partirai pas dans ton foyer de merde. Je crois que tu touches la nuit où tu dois rêver, mais... Tu me parles autrement. Non. À 15 ans, Marie-Jeanne ne respecte pas sa mère. Brigitte ne sait plus comment elle doit agir avec sa fille. Marie-Jeanne refuse d'aller à l'école. Désobéissante et effrontée, elle est incontrôlable. Tu respectes ta mère quand tu rentres. Déjà, t'as rien à foutre dehors à cette heure-là. Mais je fais ce que je veux, c'est pas toi. Non, tu fais pas ce que tu veux. Tu dois faire ce que ta mère elle te dit. Florence a 29 ans, elle souffre d'un trouble du comportement alimentaire, elle est anorexique et boulimique. Elle dévore des quantités impressionnantes de nourriture avant d'aller se faire vomir. Je m'énerve. Oh, je m'énerve. La jeune femme ne se supporte plus, soutenue par son compagnon. Elle voudrait sortir de cet enfer. Bah, si j'arrête de te regarder, on va pas pouvoir beaucoup avancer. Si j'arrête de te regarder, on va pas pouvoir beaucoup avancer. Je pense que je suis consciente de ma destruction. Je suis très consciente de ce que je fais. Sans l'être vraiment consciente, parce que je pense que quand ça vous tombe dessus, vous vous attendez à rien. Mais là, tu mets son nom, son prénom. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de réponse. C'est la recherche dans toute la localité. Oh, madame! À 18 ans, Anne-Laure a une obsession, retrouver son demi-frère de 33 ans. Anne-Laure ne l'a jamais vu, mais elle a décidé de franchir le pas et de le rechercher. Nous l'avons suivi dans ce long périple qui l'a conduit jusqu'en Bretagne. Parviendra-t-elle à le retrouver? Acceptera-t-il de voir sa sœur qu'il ne connaît pas? J'ai vraiment peur. J'espère qu'il va bien le prendre. J'espère qu'il sera content. Ouais, Dany ceci, Dany cela, Dany ceci, Dany cela. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il t'appelle pour te dire, mais moi je suis ta nana quand même, c'est moi qui t'as dans ton lit tous les soirs, c'est pas lui, non? Oui, mais d'accord. Et je veux dire, les jeux se passent plus. Entre Virginie et Dominique, rien ne va plus. Le couple doit se marier dans 1 an. Pourtant, ils se disputent constamment. Virginie reproche à son futur mari de ne pas s'intéresser à elle. Il est joli celui-là. Ouais, je pourrais te montrer 1 kilo de boudin que ça te ferait le même effet, quoi. Sortir. On fait une émergeuse avec. De son côté, Dominique trouve sa compagne trop collante et envahissante. Elle l'empêche de vivre. On y va. 2 secondes. Bonsoir, merci d'être de plus en plus fidèles à Confessions intimes. Relations tendues, souffrances, incompréhension et doutes sont des mots qui résument bien les histoires que je vous propose de découvrir tout au long de notre émission. Ce soir, 5 personnes, seules face à leur caméscope, vont nous révéler leur vie. Vous allez donc découvrir ces instants de vérité, de courage, de peine et de joie. À 15 ans, Marie-Jeanne fait preuve d'une violence verbale extrême envers sa mère, Brigitte. La jeune maman n'a plus aucune autorité sur sa fille, elle ne sait plus du tout comment faire face au comportement et aux excès de Marie-Jeanne. Il lui arrive même d'avoir peur d'elle. Cette relation difficile affecte aussi le reste de la famille. Les 2 sœurs et le petit frère de l'adolescente sont terrorisés par l'ambiance qui règne à la maison. Mère et fille arriveront-elles à renouer le dialogue? Marie-Jeanne prendra-t-elle conscience de son attitude? Voici cette tranche de vie familiale signée Karen Abouab et Laurent Alexandre Jacques. Marie, tu peux mettre moins fort, s'il te plaît, ta musique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que regarde ta musique, là, tu me mets, j'en ai marre. C'est toute la journée de la musique comme ça. Et alors? Et quoi, et alors? Et alors? Tu me réponds pas comme ça, déjà d'une. Je fais ce que je veux. Non, il n'y a pas de tu fais ce que tu veux, tu baisses la musique, c'est tout. T'as qu'à fermer la porte. Bon, écoute, hein. Mais t'es malade ou quoi? Non, il n'y a pas de t'es malade. Mais tu dégages. Je mets moins fort, dégage. Il y en a marre maintenant. Tu dégages. Non, il n'y a pas de dégage. Si, tu dégages. Il n'y a pas de dégage. Tu dégages. Mais putain, mais tu fais chier. Non. Tu me laisses. Marie-Jeanne, tu arrêtes. Elle est maintenant. pas forte là, t'abuses, hein. Tu dois déjà être à l'école. Et alors? Déjà d'une. Et alors, si je suis pas à l'école, je suis pas à l'école. Si j'ai pas envie d'y aller, je te dis, j'y vais que jeudi et vendredi quand j'ai le brevet blanc. Et alors? Ça sert à rien là, de toute façon. Et tu crois que tu vas avoir ton brevet blanc là?
Si je l'ai, c'est bien. Si je l'ai pas, tant pis, que j'en ai à foutre de toute façon. Tu vas à l'école et c'est tout, je veux pas savoir, Marie. D'accord, tu vas à l'école. Je vais aller maintenant, quoi. Oui, tu y vas à l'école maintenant. S'il faut, je te prends par la peau des fesses et je te garantis que je te ramène moi-même à l'école. Ça sert à rien maintenant, c'est Tu y vas à l'école. Pas maintenant. Marie, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Mais je veux pas y aller maintenant, ça Si, je m'en fous. T'es folle, toi. Merci. De Pour ton rien. langage, c'est super. De rien, t'inquiète pas. Tu n'as pas 18 ans. Et tu en as que 15 bientôt. D'accord? Donc, et puis arrête avec ton portable. Non. Mais putain! Marie, tu arrêtes! Mais tu fais chier maintenant, hein? Je te parle. Ben J'aime que tu me regardes dans les yeux quand je te parle. Voilà, t'es contente. Mais laisse-moi ça! T'es folle, toi. Voilà, il est là, t'es contente. Voilà, tu me vois dans les yeux, c'est bon, t'as fini, tu peux sortir? Non, je sors pas. Ah bah c'est moi qui sors alors. Parce bah, que tu me prends la tête là. Où tu vas? Je sors. Vas-y, non! Non, Marie, si tu sors, tu vas à l'école. Hé, je te parle quand je te parle. Tu me regardes quand je te parle. Quoi? Marie-Jeanne, arrête. Mais quoi? Je sors. Viens ici. Mais non. Viens ici. Mais t'es folle, toi. Hein. Viens. Non. Marie. Voilà. Voilà, là, ça fait... là, elle va se tirer. Là, ça fait tous les jours qu'elle se tire. Et puis, voilà. Là, j'en peux plus. J'en ai marre. Des scènes comme celle-ci, Marie-Jeanne, 15 ans, et sa mère, 35 ans, en vivent tous les jours. C'est même le seul mode de communication qui existe encore entre la mère et la fille. Marie! Là, c'est pas possible, là. Là, c'est ses 3 frères et sœurs qui en prennent plein la figure. C'est pas possible, ça. Son père aussi. C'est toute la famille, là. Là, c'est... Non, c'est pas vrai. Brigitte est à bout de nerfs. Cela fait déjà 2 ans que la relation infernale qu'elle entretient avec sa fille ne cesse de se dégrader et affecte toute la famille. N'ayant plus aucune autorité sur elle, c'est Marie-Jeanne qui impose sa loi et ses crises de nerfs à répétition. Une atmosphère très pesante que ses sœurs de 13 et 11 ans et son petit frère de 7 ans ne supportent plus. Voilà, là ça fait 2 ans. Là c'est que des insultes, mais je vais vous montrer son univers à elle. Le dialogue entre la mère et la fille est totalement rompu, remplacé par une violence verbale, parfois même physique. Voilà. Là, quand elle pique sa crise, hein, c'est vraiment les portes cassées. Hein, elle casse les portes. Hein, il y a tout qui est arraché, vous le voyez. Donc là, la pilule, hein, les affaires qui traînent. Franchement, c'est les strings qui traînent. C'est du n'importe quoi. Alors, elle pique ses crises, elle fugue, elle sort avec les garçons, les insultes. Là, c'est vraiment du n'importe quoi. Franchement, là, je suis vraiment déçue, quoi. Elle respecte plus rien, ni elle, ni nous. Donc, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, Brigitte est une mère totalement dépassée par le comportement de sa fille. Marie-Jeanne ne respecte plus rien ni personne, à commencer par sa mère, dont elle refuse catégoriquement l'autorité. Elle m'a jamais mis d'autorité, j'en ai jamais eu. Depuis que je suis petite, elle m'a toujours laissé faire tout ce que je voulais. Maintenant que j'ai 15 ans, elle veut mettre une autorité. C'est pas pour les 3 dernières années qu'il me reste à passer avec elle qu'elle va mettre une autorité. Bientôt, j'ai 18 ans et c'est pas à 15 ans qu'elle va décider de mettre une autorité. Je sais pas, j'en ai jamais eu, c'est pas maintenant que je m'habitue à en avoir une, quoi. On est au point d'un non-retour. Et ce qu'il y a, bon, je suis seule. Ça, il faut bien le dire, je suis seule. Et puis mon mari, lui, il travaille beaucoup. Donc je me retrouve un petit peu toute seule. Et c'est ce que Marie-Jeanne comprend déjà. Et elle en abuse, elle en profite. Et c'est ça le truc, quoi. Conscient que leur aîné leur échappe totalement, Brigitte et son mari ont envisagé un placement au foyer. Mais c'est au tribunal d'en décider. Brigitte est convoquée dans quelques jours. Elle craint de l'annoncer à Marie-Jeanne qui vient enfin de rentrer. Brigitte décide de se jeter à l'eau. Tu vois? Là, il est. Et qu'est-ce que ça me fasse? Là, il est. Marie-Jeanne devra vous accompagner à se rendre au palais de justice et en son cabinet, porte 205. Mais tu crois franchement que je vais y aller? T'as vu la Vierge, toi, hier soir, hein? Attends, non mais, hé, tu me parles autrement, je t'ai déjà dit. J'ai pas envie de discuter avec toi. Tu comprends quand même rien. Tu comprends rien. T'as J'étais jamais à rien l'école, compris. hein. J'étais à l'école, il me semble. Ouais, je sais lire et écrire, donc je peux Et qu'est-ce que t'as eu? comprendre. Qu'est-ce que t'as eu? T'as rien eu. Tout ce que tu sais faire, c'est des ménages. Alors franchement, pour ce que t'as appris... Hein. C'est une catégorie, encore, hein? Oh, putain.
J'ai vu la catégorie alors. Mais réfléchis donc un peu, bon sang. Quoi? Réfléchis donc un peu. À quoi? C'est pour toi, Marie. C'est ton avenir, c'est pas le mien. Et? J'en ai rien à foutre, je t'ai dit j'irai pas t'envoyer une merde. Si. Non? Alors prouve-moi que tu veux changer. Pourquoi moi je devrais changer et pas toi, t'es folle ou quoi? Attends, là-haut. Il faudrait déjà que tu changes ton langage, déjà d'une part. Que tu me respectes. T'es une clocharde. Ah, moi je suis une clocharde? Ouais, tu penses qu'à ta gueule. Ah bah écoute, ma décision elle est prise. Hein. Ouais? Bah oui, tu partiras au foyer. Génial. Point final. Qu'est-ce que ça me fout? Parce que je partirai pas dans ton foyer de merde. Je crois que tu touches la nuit où tu dois rêver, mais... Tu me parles autrement. Non. Tu me parles autrement, Marie-Jeanne. Je crois que je vais parler autrement on va dire, mère entre guillemets, parce que t'es pas ma mère. Ah non, je suis quoi, peut-être? Non, t'es rien pour moi. À une femme qui me met dehors, qui veut m'envoyer dans un foyer. Après ça, qu'est-ce qu'on demande? Que je la respecte. Ben putain, je sais pas ce qu'il te faut à toi, hein. Je sais pas, franchement, tu vas fort, hein. Après ça s'étonne, hein. Ça fait combien de temps que tu m'en fais subir? Et toi? Combien de temps que tu manques à moi, tu m'en fais subir? Moi, je t'ai pas demandé de venir comme ça. Regarde seulement comment t'es fringuée. Et alors? Je suis devenue comme ça, je suis devenue comme ça. Tu m'aurais élevée autrement, peut-être que j'aurais été autrement. Qu'est-ce que je t'ai élevée? Tu m'as élevée comme ça, je suis devenue comme ça. Hein. Non, je t'ai pas élevée comme ça. Mais c'est vrai, je me suis élevée toute seule, c'est vrai. Je t'ai pas élevée comme ça. Mais c'est vrai, je me suis élevée toute seule, c'est bon. C'est bon, de toute façon, ouais. Je t'ai pas demandé de t'élever comme ça. C'est bon, tais-toi. Parce que pour toi, t'as raison, j'ai tort partout. Dans tous les domaines, t'as raison, j'ai tort. Alors c'est bon, on dit plus rien. Humiliée, à court d'arguments face à l'aplomb et au mépris de sa fille, Brigitte finit par capituler. Une fois encore, Marie-Jeanne a gagné sans s'être énervée ni même lui avoir jeté un regard au cours de cette terrifiante jouxte verbale. Brigitte voulait faire peur à sa fille, elle a non seulement échoué, mais la menace de placement au foyer s'est retournée contre elle. C'est pas parce que je m'entends pas avec ma mère que je devrais juste être placée. En plus, je vois pas pourquoi. C'est... Je sais pas, elle veut mettre une autorité, ok, je l'accepte pas parce que j'en ai jamais eu, mais c'est pas pour ça que je devrais être placée, c'est de sa faute d'un côté, je vois pas pourquoi c'est moi qui devrais payer pour ses erreurs. Mais si je vais me placer, ben ça va vraiment être pire, quoi. Parce que c'est même plus la peine qu'elle m'adresse sa parole, ça sera fini, je coupe le contact, je coupe les ponts, tout ce que vous voulez, mais c'est fini, moi elle me revoit plus, c'est même plus la peine qu'elle m'adresse sa parole, quoi, ça va vraiment être pire. On a peur qu'elle va fuguer, je sais qu'elle va le faire parce qu'elle me menace souvent avec ça, qu'elle partira loin. Mais ça me fait horriblement peur. C'est vrai que là, c'est dur. Mais c'est pour son bien. C'est parce que nous, on a plus, enfin, mon mari et moi, on n'a plus de ressources, on n'a plus d'énergie, plus rien. On ne sait plus quoi faire avec, comment faire avec elle. Après la dispute, Marie-Jeanne s'est encore sauvée. Totalement désemparée, ne sachant plus vers qui se tourner, Brigitte a appelé à son secours la seule adulte que Marie-Jeanne respecte. Il s'agit de la maman de sa meilleure amie. Les deux femmes se connaissent peu, mais Mélinda est proche de Marie-Jeanne qui se réfugiait quotidiennement chez elle. Ah, c'est toi? Merci. Écoute, est-ce que toi, tu peux essayer de discuter un peu avec elle, d'essayer de lui faire sortir un peu, d'essayer de comprendre, je veux dire... Oui, bien sûr, oui. Ça ne dérange pas, quoi, je veux dire. Non, ça me dérange pas, mais je sais pas, sa mère, je suis inquiète quand même, parce que bon, c'est... Je dirais, elle m'en fait voir toutes les couleurs en ce moment. Elle sait que je suis un petit peu faible, comment on dirait... Elle sait comment te toucher. Oui. Oui, elle te fait beaucoup de mal. Voilà. J'ai même peur de la craindre, quoi. Je dis, enfin, je la crains parce que j'ai un petit peu peur de ses réactions. Tu vois, donc je veux dire... parce qu'elle monte tout de suite en flèche, alors que pourtant elle a quand même peut-être plus que moi. Je veux dire, bon, elle pourrait m'en mettre une, là. Et bon, ce qu'il y a, elle m'a jamais levé la main, c'est ce qu'il y a. Je voulais te demander, elle n'a jamais levé la main sur toi, hein. Non, elle crie. Elle crie beaucoup, elle hurle, elle claque les portes. Je pense que mon erreur est due... j'ai pas dû mettre l'autorité tout de suite au départ. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas été ferme. Relaxée sur certaines choses. Est-ce que ça t'arrive quelquefois de lui dire je t'aime? T'es une sale gosse, mais je t'aime. C'est qu'on a tellement... entre elle et moi, on a pris tellement... Enfin, la place est venue, où la haine est venue, qu'on n'arrive pas. Ni elle, ni moi, on n'arrive pas à... De la haine et de l'amour. Tu vas pas me dire que tu n'aimes pas, tu aimes ta fille. Oui, je l'adore. Et ta fille me l'a encore dit avant, elle t'aime. Ta fille, elle t'aime. Je sais. Suite à la scène provoquée par l'annonce de la convocation au tribunal pour son éventuel placement, Marie-Jeanne s'est comme toujours réfugiée chez Déborah, la fille de Mélinda.
C'est quoi le message? Si Marie-Jeanne se montre très dure et fière en présence de sa famille, c'est ici, chez son amie, qu'elle dévoile sans crainte ni pudeur son véritable visage, celui d'une adolescente sensible et mal dans sa peau. Si j'ai souvent ceci, parce que tu vois, chez toi, c'est comme si c'était ma deuxième maison, quoi. Ta mère, j'aimerais bien que... Maman numéro 2. Ouais, ta mère, c'est comme si c'était la mienne, quoi. C'est ma maman numéro 2, comme tu dis, quoi. J'aime bien être là, je sais pas, je m'entends bien avec toi. T'es comme une grande sœur pour moi et ta mère comme une deuxième mère. Je t'ai déjà dit, t'es ma petite sœur. Chaque fois que je te vois, tu as le sourire, mais après quand tu viens chez moi, quand on s'enferme, je vois que t'as les boules. Ouais, c'est clair, je vais pas dire chouette, je me suis encore une fois engueulée avec ma mère. Je vais pas dire ça comme ça. Hein. Ça me fait chier autant que ça fait chier à elle. Jean-Marie va mater un DVD. Salut Marie-Jeanne. Salut, ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens de chez ta mère. Oula. Il y a de nouveau des petits problèmes avec elle. Ouais. Pourquoi? Comme d'hab. Pourquoi comme d'hab? C'est quoi comme d'hab? Ben on s'entend pas, on se prend la tête pour rien. Ta mère, elle est pas bien, elle est inquiète. Je suis plus pour toi. Parce que je te connais mieux que ta mère, et puis parce que je t'aime, et puis que... Et voilà, quoi. Ça fait plaisir. C'est vrai, ça te fait plaisir? Ouais, franchement, ouais. Et quelque part, c'est pas ce que tu voudrais avec ta mère? Si. C'est quoi? C'est de l'affection? Ouais. Mais est-ce que tu lui en montres, toi, de l'affection? Bah, je veux j'essaie de lui en montrer, c'est comme si je faisais ça dans le vent, quoi. Comment tu te sens chez toi à la maison? Rejeté. Pourquoi? Parce que j'arrive à la cuisine, par exemple, si ils m'ont pas vu toute la journée, j'arrive le soir, par exemple, à 1h et je rentre le soir à 7h. Ma mère, elle va pas m'adresser la parole parce qu'elle sera pas contente que je suis partie 7h de la maison. C'est mon frère et mes sœurs, bon, ils vont dire, oh maman, elle adresse pas parole à Marie-Jeanne, alors nous, on le fait pas non plus. Ça fait que je vais rentrer, je vais me servir à manger toute seule, il y a personne qui va me parler, je vais me sortir carrément, rien à voir. Je vais te couper la parole, attends. Tu crois que si Déborah, elle part à midi ou à 1h de l'après-midi et qu'elle rentre à 7h du soir, tu crois que je vais rien lui dire? Déjà pour commencer. Mais moi je suis habituée à être comme ça, moi je suis habituée. Déborah, c'est pas pareil, tu l'as toujours fixé des limites depuis qu'elle est petite. Oui. Moi j'en ai jamais eu. Quelque part, t'as la liberté d'adulte, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais j'étais habituée comme ça, c'est... Je sais pas, elle m'a élevée comme ça, maintenant je suis comme ça, quoi. Je veux qu'on fasse un truc, toi et moi. D'accord. Je veux ta parole. D'accord. Je veux que s'il y ait quoi que ce soit, je veux que tu me jures, je veux que tu me promettes que tu viens. Mais fais pas de bêtises. Et c'est vrai, ne fais pas de bêtises. Arrête tes conneries. Et parce que c'est pas une solution, parce que tu te fais beaucoup de mal. D'accord? D'accord. Je t'aime tout plein. Merci, j'ai ému. Tu m'aimes, c'est vrai? Ouais. Malgré ce qu'elle peut dire ou ressentir de moi, je veux quand même sache que je suis là et que je l'aime quand même si je le montre pas. C'est au fond de moi. Mais dans un conflit pareil, je sais pas si on peut ou on arrive à dire je t'aime. Brigitte est émue. Elle n'a pas l'habitude d'exprimer ainsi ses sentiments. C'est dans les bras de sa sœur Sylvie, qu'elle n'a pas revue depuis 2 ans et qui est venue la soutenir dans cette épreuve, que Brigitte se réfugie. Sylvie est l'aînée, elle est aussi maman de 4 enfants, mais chez elle, tout se passe pour le mieux. Aussi, elle va tenter de comprendre comment Brigitte a pu en arriver là avec sa fille. Pour des raisons professionnelles, nous ne verrons pas son visage. Franchement, je n'arrive pas à saisir pourquoi qu'elle en est arrivée là, quoi. Où est l'erreur, quand même? De toute façon, tu te laisses savoir, parce qu'elle, ça doit l'amuser de te voir t'énerver au moindre truc, tu pètes un plomb. Bon, ben. Bah oui, mais je peux pas rester là non plus oui, à dire oui, elle merci. le sait, donc elle a pris profit. Et puis le résultat, c'est qu'elle fait pareil. Et seulement, elle vous néglige tous les deux, quoi, autant le père que la mère, quoi. Donc elle a vu que ça marchait. Vous avez manqué d'autorité certainement à un moment donné, où il y a eu quelque chose qui a géré les autres. Les autres, ils réagissent très mal. Surtout Alexandre, lui, dès qu'il entend hurler, il se met les mains sur les oreilles, il n'en peut plus. Justement, Alexandre, 7 ans, vient d'entendre sa grande sœur sortir énervée de la maison en claquant la porte. Il connaît la musique, comprend que sa maman doit être triste et vient la consoler comme toujours. Que non, on n'a pas le mode d'emploi. T'as vraiment bébé. C'est vraiment comment? Parmi ses sœurs, qui ne se plaignent jamais des frasques de Marie-Jeanne, qu'elles subissent pourtant quotidiennement, Sabrina, 13 ans, profite de la présence de sa tante pour enfin vider son sac. Toi, tu penses quoi du comportement de ta sœur? Est-ce que tu trouves pas ça
petit peu exagéré, je veux dire, par rapport à ta mère. Est-ce que c'est ta maman est si dure que ça avec elle? Est-ce que... Non, mais c'est elle. C'est elle qui cherche, qui provoque à chaque fois? Elle n'aime pas l'autorité. Voilà, elle fera tout pour provoquer. Chaque fois, elle veut tout avoir en fait. Elle veut mettre ses règles à elle. Elle veut pas chercher ce que les autres y pensent. Ça te fait de la peine à toi, de voir maman qui est triste comme ça? Oui, que ça me fait de la peine. J'aurais préféré, tu vois, avoir une sœur normale. Tu sais que ta sœur risque d'être placée. Ouais, mais ça, elle l'a cherché aussi. Donc pour moi, ça ne pourrait que lui faire du bien. Ce que tu penses, c'est que ça ne peut lui faire que du bien. Ça lui fera du bien et nous, ça nous fera un peu de vacances. Bien, on va manger, on verra bien. Il est 20h. Brigitte prépare un apéritif avant le dîner, même si elle sait pertinemment que cela ne sert à rien d'attendre Marie-Jeanne. Depuis plus de 15 jours, elle ne rentre pas avant minuit ou 1h du matin. Et lorsqu'elle daigne rentrer dormir, n'ayant pas l'autorisation et donc pas les clés, elle sonne et réveille toute la famille. Le plus souvent, c'est Sabrina qui se lève lui ouvrir la porte, mais elle peine à se rendormir et a de plus en plus de mal à se lever le matin. Tous les soirs, on en est réveillés. Une fois, tu lui ouvres pas la porte, peut-être qu'elle comprendra. C'est vraiment... Je vais peut-être écouter là. Je vais peut-être écouter ma fille, quoi. Peut-être qu'elle en a aussi marre qu'on la réveille à 1h du matin, qu'elle soit réveillée par ces bruits-là. Et puis bon, je vais peut-être finalement écouter son conseil et puis je vais voir. Me trouver la force de ne pas ouvrir la porte pour voir comment elle va réagir. Il est minuit 45 lorsque Marie-Jeanne arrive enfin. Ben voilà, je rentre, j'étais avec mon copain. Moi, je suis partie parce que j'étais un peu énervée parce que ma mère, elle me fait... je suis partie dans un foyer et normalement, j'étais pas censée partir et maintenant, elle me claque ça comme ça que je dois partir. Malgré l'heure tardive, Marie-Jeanne ne semble absolument pas craindre d'être laissée à la porte. Ce sera comme d'habitude, soit ce sera fermé à clé, je vais sonner, ils vont me répondre. Soit je vais sonner 3 fois et... Soit peut-être qu'avec un peu de chance, ça sera ouvert. C'est Marie. Brigitte, qui s'était jurée de ne pas ouvrir la porte à sa fille afin de lui faire peur et recouvrer un peu d'autorité, n'a pas tenu sa promesse. Elle craint trop Marie-Jeanne et les scandales dont elle la sait capable. Une fois encore, Marie-Jeanne n'est pas inquiétée. Bon, il est tard maintenant, les petits sont couchés. Et je ne veux pas qu'elle se mette à hurler non plus. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Elle a très bien compris que si tu lui fais quoi que ce soit comme réflexion, elle a juste à hurler. Elle pique un phare, ça calme tout le monde. Donc, une fois de plus, elle aura gagné. Et non seulement ses parents n'osent rien lui dire, mais pire encore, les rôles s'inversent, c'est Marie-Jeanne qui à 1h du matin va provoquer une fois encore l'affrontement avec sa mère. L'objet du reproche, Brigitte a osé coucher Alexandre dans le lit du bas et non celui du haut. Je dors où maintenant? Tu peux dormir en haut? Mais je dors pas en haut. Non, Marie-Jeanne, j'ai pas envie de venir avec toi. Moi je m'en fous, je dors au canapé, tu es folle, toi tu m'Alex dans mon lit. Écoute, ça arrive de se tromper de lit. Hein. Bah, c'est vraiment une bigleuse alors. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi? Elle a marqué duchesse sur le front ou quoi? Sylvie fulmine. Elle qui s'était promis de ne pas s'en mêler directement a de plus en plus de mal à se contenir face à l'attitude plus que désinvolte de sa nièce vis-à-vis de sa mère. Ah, moi je pète un câble, je vais péter un câble, je veux dire, c'est intolérable, ce genre de comportement, c'est intolérable. Moi je pète un câble, je suis désolée quoi. Il y a une claque, ça lui ferait pas de mal, je crois. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle a rien à me dire de toute façon. C'est pas ma mère. Tu respectes ta mère et ton frère et tes sœurs. Et tu t'aimais où je pense. Ah, si tu sais pas t'expliquer, si tu sais pas parler et dire ce que tu penses en face des gens. Ah, tu ne l'ouvres pas. Moi j'ai rien à dire. Tu ne l'ouvres pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu respectes ta mère quand tu rentres. Déjà, t'as rien à foutre dehors à cette heure-là. Mais je fais ce que je veux, c'est pas toi. Non, tu fais pas ce que tu veux. Tu dois faire ce que ta mère elle te dit. Non, moi c'est pas à moi, mais moi je me permets parce que vu l'état dans lequel tu mets tes parents, dans l'état dans lequel tu mets ton frère et tes petites sœurs, tu devrais avoir honte de toi. Mais non. Mais tu te prends pour qui? Et toi, tu T'es une duchesse? Et toi, tu te prends T'es la princesse de la maison? Tu vas voir pour qui tu te prends. Moi, je suis la sœur de ta mère. Et alors? Et en tant que telle, je suis là pour soutenir ma sœur.
Parce que quand je vois là ce que tu es, toi, tu te prends pour qui? Tu as vu où c'est que ta mère, elle en est réduite? À quoi elle en est réduite, ta mère? Est-ce que tu y penses? Mais j'en ai rien à foutre, elle en est. T'es une naze, t'es une pauvre Oui, naze. vas-y, Allez, ça, va. casse-toi. C'est ça. Casse-toi. Je vais faire casser parce que je t'ai pas là. Mais vas-y, viens, grande gueule. Ferme-la. Qu'est-ce que tu veux? Ferme-la. Qu'est-ce que tu veux? Même face à sa tante, Marie-Jeanne ne lâche rien. Elle refuse toute autorité et emploie toujours le même système de défense, insulter sans limite et avoir le dernier mot. Qu'est-ce que toi, tu te crois où? Starlet, là, mais... Ouais. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Ce matin, Brigitte a vu Marie-Jeanne quitter la maison sans dire un mot. Il était 7h45. C'est l'heure à laquelle elle s'en va lorsqu'exceptionnellement Marie-Jeanne va en cours. Mais après les 34 absences cumulées lors du dernier trimestre, Brigitte a évidemment du mal à croire qu'elle y a été. Pour en avoir le cœur net, elle fonce au collège vérifier que le miracle a bien eu lieu. Ça y est, elle y est. C'est super. Je suis contente qu'elle y est. Soulagée. C'est... Puis bon, comme c'est demain son brevet blanc, donc je pense qu'elle va y aller. Surprise et heureuse, Brigitte décide donc de faire des efforts en attendant le retour de sa fille. Marie-Jeanne a-t-elle eu un déclic suite à la violente altercation de la veille au soir? Peut-être a-t-elle enfin pris conscience de l'ampleur dévastatrice de la relation qu'elle entretient avec l'ensemble de la famille, dont elle s'exclut chaque jour un peu plus. Je pense qu'elle n'arrête pas de dormir. Ce matin, avant de partir au collège, Marie-Jeanne s'est confiée seule à notre caméra. Je vais, j'ai dit j'ai quand même mon brevet blanc jeudi, vendredi, et comme j'avais maths et sport ce matin, j'ai dit je vais aller au moins en maths, et si j'ai pas vraiment envie d'aller en sport, j'y vais pas, mais au moins les maths, quoi, vu que j'ai un brevet blanc. Je suis ok pour faire des efforts pour voir comment elle va réagir. Parce que ça m'aiderait à voir si maintenant je commence moi à faire des efforts, qu'est-ce que ça va donner après par la suite. Coucou, salut. Salut, joyeux anniversaire. T'es en classe? Ouais. Non. Si, on mange quoi? Je suis fière de toi. Ouais, tu te demandes pourquoi j'y vais. Hein. On mange quoi? Ah ben on mange nouilles à sauce tomate. Il y a des morceaux. Non. Je te le promets, j'étais la première. Ça suffit comme ça, mon chéri. Ouais, c'est trop. Qu'est-ce que t'as prévu de faire aujourd'hui? J'avais prévu qu'on puisse faire une petite sortie toutes les deux. Et on va où? Où tu veux. Si t'as envie de faire les boutiques. Ouais, là, ouais. Ouais. Là, elle dit pas non, là. Je pense que ça va nous faire du bien à tous les deux. Entre autres, j'avais pensé que c'était peut-être la meilleure façon pour un petit peu enterrer la hache de guerre. Ouais, pour toi, pas pour moi. Brigitte propose une trêve et même si ça part d'un bon sentiment, elle n'a tellement plus l'habitude de parler à Marie-Jeanne autrement qu'en criant qu'elle se montre d'une grande maladresse quand il s'agit de lui dire l'amour qu'elle éprouve pour elle. Puis ce que moi je vais faire un petit peu, c'est te dire des petits mots doux de temps en temps, te dire je t'aime. C'est parce que Méline, elle t'a fait la remarque, alors maintenant tu le ressors. Non. Je pense que... Je sais pas, à moins que... Bon, bah écoute, tant pis, hein, moi je t'aurais proposé, mais après... Vas-y, dis tes mots doux. Et même si elle la taquine, Marie-Jeanne semble très heureuse de la proposition de sa maman. Elle ne traîne pas pour aller se préparer, sortir faire les boutiques. Ouais, en fait, maintenant, je vais partir avec ma mère, on va partir se promener dans la ville à Forbach. Ça me fait bizarre parce que ça fait longtemps qu'on l'a plus fait, mais je trouve ça bien. C'est étonnant, mais c'est bien. C'est bien? Ouais. Ah ouais. Faire cela. Ouais, c'est pas mal. S'il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'une mère et sa fille fassent ensemble les magasins, ça n'était plus arrivé à Brigitte et Marie-Jeanne depuis plus de 5 ans. Plus qu'une promenade, c'est déjà un grand pas vers la réconciliation. Celui-là, il est trop beau. Non, je n'ai pas sur moi. Oui, non. Il en fallait peut-être peu à Marie-Jeanne pour se remotiver, puisqu'à peine rentrée, elle s'est mise à réviser son brevet blanc du lendemain. Brigitte profite de ce précieux moment d'accalmie après la tempête d'hier pour tenter d'engager une discussion. Tu fais quoi? Je révise. Tu révises? Ouais. Ah ouais? Ouais. Je peux te faire un bisou? Tu vas m'exploser la joue. Je te félicite, ma fille. Je voudrais qu'on s'impose des règles. Vas-y. On va se baser un peu sur une semaine. Les sorties, je veux bien t'accorder deux fois dans la semaine, plus le week-end. Comment ça? Je te laisse les clés de la maison, sans que tu réveilles tout le monde.
D'accord, hein, je te fais entièrement confiance. Si une fois, serait-ce qu'une fois, tu ne respectes pas l'horaire, tu es en retard, ou serait-ce n'importe quoi. Donc là, je récupère aussi sec les clés. Tu n'auras plus ma confiance de nouveau. Tu auras perdu ma confiance. Et ensuite, bon ben là, on remet de nouveau en question le foyer. En échange, ce que moi je veux, c'est que tu me respectes. Et pour que Marie-Jeanne prenne conscience de la manière insultante dont elle s'adresse à sa mère, Brigitte tient à lui montrer un extrait de leur dispute. Voilà. On se regarde ensemble. Et alors, dans quelques mois, je les ai, hein. Non, 3 ans, c'est long, hein. Et j'ai déjà subi 15 ans avec toi, 3 ans de plus, c'est rien. Si Marie-Jeanne a l'air gênée de se voir ainsi insulter sa maman, Brigitte, elle, est carrément bouleversée d'entendre une nouvelle fois les horreurs proférées par sa propre fille. Je dis pas que je suis une super mère. Ça, je ne le dis pas. Mais tu n'en es pas une, en tout cas. Quand tu es venue au monde, tu n'es pas venue avec un mot de d'emploi. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, moi, je suis émue. Hein. Yeah. Parce que j'ai les larmes qui sont au bout de... Je repars. Je peux te prendre dans mes bras? Ouais. Attends. Allez, viens. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas montré un peu de tendresse. Le dialogue semble enfin renouer, mais il va leur falloir du temps à l'une et à l'autre pour apprendre à se faire de nouveau confiance. C'est bon. C'est bon. Ferme ton robinet. Depuis 4 ans, Florence est anorexique et boulimique, une maladie mentale qui l'empêche de manger et de vivre comme tout le monde. Tant pis si je me détruis et je fais le tour de tes mots, tes promesses et tes envies d'ailleurs. Je pense que je suis consciente de ma destruction. Je suis très consciente de ce que je fais. Et il m'en faut un paquet par jour. Donc on est lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Oh non, c'est pas possible, c'est pas moi ça. C'est pas possible. Dégoût du corps, isolement, prise et perte excessive de poids. Depuis 4 ans, Florence doit faire face à des troubles alimentaires qui l'obligent à manger seule, car lors des repas, la jeune femme ne peut plus se contrôler. Elle est obligée de tout dévorer jusqu'au vomissement. Un rituel difficile à vivre pour son compagnon Patrice, qui pourtant fait tout pour la soutenir et la comprendre. Aujourd'hui, à 28 ans, Florence envisage le mariage et veut pouvoir vivre comme toutes les autres femmes. Déterminée à vaincre la maladie, elle a tenu à nous livrer son témoignage sans tabou pour nous plonger au cœur de la maladie. Entre crise de boulimie et vie de femme, voici l'histoire de Florence que nous racontent Carole Faure et Laurent Lépine. Patrice, il est quelle heure? Non mais il est quelle heure? 15, précis? À 29 ans, Florence est anorexique boulimique. Elle ne mange rien de la journée, mais quand le soir arrive, elle ne se contrôle plus, elle se jette sur la nourriture. Pendant près de 4 heures, la jeune femme va manger. Il est là, Patrice, son compagnon, se tient à l'écart, il a déjà dîné. Pour commencer, ce qu'il faut appeler un rituel, Florence avale un paquet entier de 20 bâtonnets de poisson, puis c'est au tour de la pizza. Florence ne peut s'arrêter. Elle s'attaque maintenant aux pâtes. 1 kilo auquel elle ajoute de la crème fraîche, un paquet de lardons et un sachet de gruyère râpée. Comme toutes les anorexiques boulimiques, Florence mange vite car si la digestion commence, elle ne pourra plus vomir l'intégralité de ce qu'elle a absorbé. Non. Florence mange une première assiette, mais visiblement cela ne suffit pas. Cela fait maintenant plus d'1 heure que Florence a commencé sa crise. Patrice essaie timidement d'intervenir. Ça va pas? Tu penses à quoi? Je pensais que j'en avais marre. Bah, t'es pas obligé de tout finir. Hein. Jamais une fois tu t'es dit, bah tiens, si j'en ai ras le bol, je vais tout jeter. Ouais, mais bon, le problème, c'est que
Je vais aller aux toilettes et puis après, quand je vais revenir, ça va recommencer, quoi. Avant d'aller vomir, Florence va chercher du réconfort auprès de Patrice. C'est sa manière à elle de s'excuser de son attitude. Je suis fatiguée, là. En tant que producteur, je m'engage à ce que les scènes qui vous laissent soient supprimées. Tu veux que je jette ton plat? Non. Tu vois, c'est toujours la période où je suis un bébé, là. Ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Pourquoi je passe en fait à l'acte de me faire vomir, tout simplement parce que la nourriture en fait que j'ingurgite, c'est des grosses quantités qui font que je peux pas supporter le trop plein en fait. Parce que comme j'ai un grand vide, il faut que ce vide s'installe, enfin il faut que je comble par la nourriture. Et donc je peux plus supporter au bout d'un moment d'avoir ce ventre énorme et puis toute cette nourriture qui est dans mon corps, quoi. Sortie des toilettes, Florence reprend son repas. Elle ingurgite machinalement ce qu'il reste sur la table et finit la marmite d'1 kilo de pâtes froides. Victoire, nous avons déjà fini la première partie. La crise n'est pourtant pas terminée. Florence s'attaque maintenant aux 4 baguettes qu'elle va beurrer et tartiner de fromage. Patrice intervient une nouvelle fois pour tenter d'arrêter cette frénésie de nourriture, mais rien n'y fait. Attends, je m'arrête bientôt quand même, non? Ouais. T'as commencé tôt aujourd'hui en plus. Non. Non? 8h15. Je passe aux toilettes et puis on verra bien. Ah mais il n'y a plus rien. Quoi, t'enlèves tout? Il y a peut-être certaines personnes qui pensent que je vis un enfer, mais moi personnellement je le vis vraiment pas comme ça. C'est on essaie de toujours de discuter un maximum, je tourne souvent ça à la dérision pour essayer de dédramatiser la situation. Et je sais que ça doit sûrement l'aider. Et je sais qu'on vit vraiment des bons moments, même ce soir si ça peut paraître peut-être difficile au premier abord. Je suis comme ça. Il est 23h15, cela fait 3 heures que Florence mange. Cette fois, la jeune femme pense être arrivée au bout de sa crise. Je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire. Alors. Commence à ranger certains trucs déjà. Hein? Commence à ranger certains trucs. Tu vois, j'avais fait brûler celle-là. Je vais manger. Moi, je finis celle-là et puis après, je mange un petit peu de dessert et après, j'arrête. Ah ouais? Tu manges quoi? Tu manges seulement ça? Hein? Et voilà, c'est donc reparti. Florence, contrairement à ce qu'elle pensait, va finir les baguettes sous le regard désabusé de Patrice. Il faut que le processus aille jusqu'à son terme. Ce n'est qu'1 heure plus tard, après le gâteau, que la crise se termine. Elle aura duré 4 heures, et c'est comme ça tous les soirs depuis 4 ans. J'ai bientôt fini, hein. Si Florence est aujourd'hui anorexique et boulimique, cela n'a pas toujours été le cas. À 19 ans, sa mère est atteinte d'un cancer. Florence bascule alors dans l'anorexie. Elle, qui mesure 1m77, ne pèse que 50 kilos. Ce n'est qu'en rencontrant Patrice que Florence retrouve le goût de vivre. Elle reprend petit à petit du poids, mais les vieux démons réapparaissent. Florence ne contrôle plus ce qu'elle mange, elle devient boulimique. Son poids varie sans arrêt, elle refuse de se peser. 4 ans déjà que Florence inflige cette torture à son corps. Il y a 10 ans, j'étais pas vivante du tout. Ma mère m'a ramassée, j'étais de mort vivante. Donc, je marchais pratiquement plus.
Elle m'a emmené voir un docteur, je voulais pas y aller. Puis bah aujourd'hui, j'ai été voir les médecins finalement. Et puis je pense qu'ils m'ont aidé à rester en vie. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait grâce à maman. C'est elle qui m'a aidé à remonter quoi, et pas tomber surtout. Voilà. Même si Florence vit la plupart du temps recluse, elle a toujours essayé d'être comme tout le monde. Elle a gardé un emploi et depuis 4 ans, elle partage sa vie avec Patrice. Il y a quelques mois, le jeune homme l'a demandé en mariage. Pour lui, la maladie n'est pas un frein à leur union. C'est juste un obstacle qu'il faut surmonter à deux. Franchement, je me suis souvent posé la question. J'ai eu quand même des périodes très difficiles et je sais pas comment tu as réussi à tenir, quoi. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, il serait parti, ça c'est sûr et certain. J'en mets la main à couper qu'il serait parti. Hein. Ah, tu peux pas savoir. Qu'est-ce qui fait que tu restes avec moi? Parce que moi, je comprends pas, quoi. Je me suis posé la question et encore une fois, je sais que ça t'énerve cette question parce que tu veux pas que je te la pose. Qu'est-ce qui fait que tu aimes quelqu'un? Si tu sais me répondre à ça, je saurais te répondre à ta question. Tu peux pas... C'est comme ça et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du père de Patrice. Bon anniversaire à ton papa. Comme Florence ne peut pas manger ailleurs que chez elle puisqu'elle doit vomir ce qu'elle ingurgite, Patrice se rend seul au repas. Tant pis si je me détruis et je fais le tour de tes mots, tes promesses et tes envies d'ailleurs. Et tant pis. Parle de destruction, c'est bien ça. Ouais, je pense que je suis consciente de ma destruction. Je suis très consciente de ce que je fais. Sans l'être vraiment consciente, parce que je pense que quand ça vous tombe dessus, vous vous attendez à rien. On s'imagine pas que ça existe cette maladie-là avant que ça vous tombe dessus et on peut plus arrêter la machine, quoi. Quand elle est partie, y a aucun moyen, quoi. On a beau se dire il faut arrêter, y a rien à faire. Y a rien à faire. Tant pis si je me détruis et je fais le tour de tes mots, tes promesses et tes envies d'ailleurs. Ça, c'est le rayon hyper important. Si je loupe ce rayon-là ou s'il n'y a pas... Alors, évidemment, ce sont les produits qui coûtent le moins cher. Alors, ce sont des pâtes. Et il m'en faut un paquet par jour. Donc, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà. Quand j'arrive à la fin des courses, on a ras le bol. Florence n'éprouve aucun plaisir à remplir son caddie. Elle recompte avec précision ses achats. Manquer de quelque chose avant une crise de boulimie serait dramatique. Les courses durent à chaque fois 3 heures et lui coûtent en moyenne 150 € par semaine pour sa seule consommation. Oui. Non mais c'est trop cher ça. Toi parce que là par exemple ça fait donc 250 grammes et ça va me faire 2 fois quoi. Vous voyez ça normalement c'est pour peut-être plus de temps que ça. Moi ça va me faire 2 jours. C'est pas possible. À ce rythme-là je vais dépenser des millions. Devant chaque rayon, elle hésite. La vue de tous ces produits la déstabilise. Donc, je peux rester des heures en fait devant ce truc. Et puis des fois, vous voyez, je suis dans un rayon et je vais aller à un rayon d'à côté, mais dans ma tête ça trotte. J'ai vu ça et il faut que je revienne quoi. Donc là, je sais pas si aujourd'hui ça va se faire, mais il faut que je regarde. Je passe des heures en fait devant ces rayons. Donc c'est un peu perturbant. C'est pour ça que Patrice il vient plus quoi, parce que. Florence suit depuis 8 mois une thérapie de groupe qui commence tout juste à porter ses fruits. C'est grâce à elle si aujourd'hui elle peut faire les magasins avec Patrice. Une activité impossible auparavant. Depuis 10 ans, Florence n'achète plus d'habits dans les boutiques car elle ne supporte pas d'exposer son corps dans un lieu où elle n'est pas seule. Non, personne, ils sont cachés. Eh viens. Regarde, va très bien la robe. Je vais faire rien. Ah, t'as mis... Mais qu'est-ce que tu trouves Mais comment ça, t'es trop moche? Mais c'est bon, je suis pas belle, regarde. Mais arrête, c'est bon. Arrête de me regarder. Arrête de me regarder, c'est bon.
Bah, si j'arrête de te regarder, on va pas pouvoir beaucoup avancer. Si j'arrête de te regarder, on va pas pouvoir beaucoup avancer. Florence ne s'aime pas dans cette robe, elle ne l'achètera pas. Je pense que c'est pas encore aujourd'hui que j'achèterai des vêtements de toute façon. Ça fait 10 ans que j'ai les mêmes de toute manière. Et ça fait 10 ans que je peux pas changer. Alors, je pense que j'ai peut-être fait des progrès sur plein de choses, mais là je crois que sur ça, c'est encore un petit peu long. Voilà. Voilà. La glace me fait peur, le miroir, mais je commence à l'affronter, ça c'est important. Donc ce petit moment de shopping assez difficile me permet aujourd'hui de comprendre que si j'affronte pas les choses aujourd'hui, j'y arriverai jamais. Donc comme j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de sortir de là, et ben je vais affronter tous les miroirs et on verra ce que ça donnera. Après les magasins, Florence n'en reste pas là. Elle se rend à la piscine avec Franceline, une amie. Là, Florence n'affronte pas seulement le regard des autres, mais aussi celui de son amie, à qui elle vient tout juste d'avouer sa maladie. Le fait de t'en parler, par exemple, avant je l'aurais pas fait parce que j'avais honte, quoi, tu vois. J'avais vraiment honte de moi, quoi, d'être comme ça, tu vois. En plus, c'était toujours le regard parce qu'un jour j'avais du poids, un jour je perdais du poids. Donc là, le changement à chaque fois, et Patrice, c'est vrai, tu vois, on regarde les photos, ça change sans arrêt, quoi. Tu vois, j'ai pas une année où tu vois, où c'est pareil, quoi. Ma tête, elle change tout le temps. D'ailleurs, t'es la première à l'avoir vue. On se rencontre dans un magasin, je me rappellerai toujours, tu me dis « Florence, oh, t'es bien, t'as maigri, tout ça ». Et j'allais pas te dire « Ouais, Francine, je suis malade » parce que j'avais honte de moi. Je voulais pas que tu me le dises, tu vois. Parce que je voulais pas que tu me dises... je voulais pas, en fait, c'était terrible pour moi. Et en même temps, j'étais contente parce que je voyais que j'allais mieux. Enfin, je pensais aller mieux en faisant ça parce que... Et en fait, j'allais pas mieux, tu vois. Et là, par exemple, tout de suite, tu le vois comment? Enfin, aujourd'hui, tu le vois comment ton corps? Tu te sens bien de manière générale? La difficulté d'être ici, c'est d'être avec toi et que tu me vois telle que je suis, sans habits, sans vêtements. Et voilà, ça c'est très difficile. Moi, si les gens par exemple, les gens de la piscine. Les gens de la piscine, ben, je les vois moins. Aujourd'hui, je les vois moins. Avant, ça aurait été terrible. J'aurais même pas pu franchir le pas. Après avoir affronté le regard de son ami et d'inconnus présents à la piscine, Florence dîne pour la première fois depuis 12 ans chez ses parents. Manger normalement de petites portions lui réclame un effort considérable. Ce soir, elle va essayer de faire comme tout le monde. Vous n'avez pas eu l'impression que j'ai jamais été à table? Ouais, on pourrait presque dire ça comme ça. Alors moi, je me rappelle pas du tout des moments où j'étais à table. Aujourd'hui, je le maîtrise. Je sais pas pourquoi. Ah non, mais c'est ce que tu dis, c'est que tu sais pas pourquoi. Non, ouais. Je le maîtrise parce que j'ai appris à le faire. Tout simplement, je pense que c'est pour ça que je sais pas pourquoi. C'est que j'ai appris à maîtriser. Tu l'as appris, mais où? Non, mais tu l'as appris seul? Non, mais je l'ai appris à la thérapie que je fais depuis 8 mois. Ah, dans la thérapie, tu as des exercices qui t'ont permis, petit à petit, de contrôler, en fait, tes réactions. Voilà, et c'est pour ça que je n'ai plus autant... je préfère partager un moment et puis être avec vous, parler, discuter, que d'être complètement concentrée sur ma bouffe, quoi. Alors qu'avant, avant de connaître cette thérapie-là, j'étais complètement concentrée là-dessus, j'entendais personne. Tu me racontais un truc, j'en avais rien à secouer. Je te le disais pas, mais franchement, tu me saoulais. Patrice, il me saoulait, tout le monde me gonflait. Et j'avais qu'une envie, c'était de partir de la maison, de m'échapper et de rentrer chez moi, et que personne ne me gonfle, surtout. Pour les parents, c'est l'arrivée de Patrice dans la vie de Florence qui leur a redonné de l'espoir. Et Patrice s'en est pris plein la tête. Hein. Le pauvre, depuis 4 ans... Ah oui, ça je me doute. Tu te rappelles ce que tu faisais? Je disais non, tu rentreras pas dans la cuisine. Et j'étais hyper agressive. Je disais mais tu vas me laisser manger parce que si tu me laisses pas manger, je te préviens, ça va mal se passer. Je devenais folle, hystérique. Et franchement, hein, j'étais vraiment tarée. Hein. Vraiment. On peut dire ça, j'étais folle. Mais, je pense que Patrick a des difficultés. Oui, ça doit être très 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 dur. D'abord, je l'ai toujours dit. Hein, quelque part, j'ai essayé d'imaginer, moi à son âge, dans ces conditions. J'aurais pas tenu, non, c'est sûr, c'est sûr. Il y avait beaucoup d'amour, hein, là. Il y a beaucoup d'amour. Il y a. Bah, il y a beaucoup d'amour. De toute façon, il y aura. Et il y a toujours, je pense. Il faut s'aimer très fort pour pouvoir se sortir de là. Ah oui.
elle arrive. C'est bien. Merci beaucoup. Bon bah, on s'appelle. Ce soir, Florence pensait avoir vaincu sa maladie, mais dans la voiture qui la ramène chez elle, elle a peur. Ce qu'elle redoutait arrive, elle ne peut s'empêcher de se jeter sur son plat de pâtes. La voilà repartie pour une nouvelle crise. Si ce soir je n'ai pas réussi à me contenir, et ben, j'ai fait une toute petite crise en rentrant en 10 minutes, un quart d'heure, et ça a été vite fait, bien fait. Et franchement, ça fait du bien que ça soit aussi rapide parce qu'à l'époque, ça aurait été bien plus long. Ça aurait été 1 heure ou 1 heure en plus à faire un peu n'importe quoi, à combler encore le vide et le vide et le vide. Mais comme il n'y avait pas d'autant, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de vide ce soir, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions et j'ai senti une toute petite place vide, je sais pas pourquoi. Je l'ai senti en rentrant. Je me suis sentie oppressée, fatiguée et je crois que je sais pas encore gérer, mais j'apprends à gérer. Voilà. Pour l'aider à gérer ses crises de boulimie, nous proposons à Florence de visualiser un extrait du reportage. En se regardant, Florence a un choc. Elle est trop belle. C'est quoi cette fille là? C'est pas moi, Patrice, dis-moi que c'est pas moi ça. C'est une autre personne, j'ai l'habitude. Tu lui ressembles beaucoup en tout cas, quand même. Non, c'est pas possible, Patrice, c'est pas moi ça. Oh non, c'est pas possible, c'est pas moi ça. C'est pas possible. Putain, c'est pas possible. Pour moi, ça va, j'ai l'impression de. Y a pas de choc. C'est ce que je vois tous les jours. Mais attends, c'est pas possible, Patrice. Tu vas pas me dire que ça fait 4 ans que tu me supportes comme ça. Tu plaisantes. Tu plaisantes, j'espère. Comment tu fais pour vivre avec ça? Dis-moi, là. Explique-moi, là. Parce que là, je comprends pas. T'arrêtes de poser tes questions stupides à chaque fois. Bon, bah écoute, si tu trouves ça normal, c'est bien. Moi, je trouve pas ça normal, mais bon. Je voudrais m'excuser parce que c'est pas moi, quoi. Arrête de faire des petits. C'est pas moi qui parle. Je sais que tu fais des efforts, mais c'est très bien, mais c'est toi qui les vois pas. Tout le monde les voit sauf toi. Nous allons découvrir maintenant Anne-Laure, une jeune fille de 18 ans qui a décidé de retrouver son demi-frère qu'elle n'a jamais vu. Regardez. Il n'y a personne. Et déjà, il n'y a pas le nom sur... c'est pas le même nom sur la boîte aux lettres. Vous recherchez? Mon frère. Oui. Ça serait pour vous demander si vous n'avez pas vu des voisins qui ont déménagé au 56 là. Excusez-moi, est-ce qu'on peut parler? Mais pourquoi vous portez plainte et... Bonjour. Et non, mais on vous filmera pas parce que moi je voulais juste le voir. De son premier mariage, le papa d'Anne-Laure a eu un enfant, Yannick. Depuis 25 ans, le père et le fils ne se parlent plus. Aujourd'hui, Anne-Laure souhaite retrouver la trace de son demi-frère qui désormais lui manque, mais elle craint sa réaction. Acceptera-t-il d'ouvrir sa porte à une femme qui lui est totalement inconnue? Souhaite-t-il vraiment connaître sa demi-sœur? Autant de doutes, de questions auxquelles la jeune fille sera confrontée. Emmanuel Lafortune et Pascal Hainaut ont suivi la quête d'Anne-Laure. Localique. Il faut prendre la route de Riantec. D'accord. Et apparemment, tu arrives par là. D'accord. En face. D'accord. Et la maison, elle est comment? Alors, Vendredi matin, Anne-Laure est à la veille d'un grand jour. Demain après-midi, elle part à la recherche de son demi-frère qu'elle n'a jamais vu. La seule piste, une ancienne adresse vieille de 20 ans, quelque part en Bretagne. lui, apparemment, il est toujours chez sa mère. Et toujours chez sa grand-mère, parce que c'est... Depuis des années, Anne-Laure rêve de retrouver ce frère qu'elle ne connaît pas. Aujourd'hui, à 18 ans, elle a décidé de franchir le pas. Ça me fait peur pour demain.
j'ai quand même peur de sa réaction. J'ai vraiment peur, j'espère qu'il va bien le prendre. J'espère qu'il sera content. Et que je le verrai, que je puisse le parler, et puis tout ça, quoi. Cela fait plus de 20 ans que les Nadeau sont sans nouvelles de Yannick, le fils aîné de la famille. Depuis son adolescence, il est brouillé avec son père, aujourd'hui il a 33 ans, et il ne veut plus avoir aucun contact avec cette famille qu'il veut oublier. La seule photo que j'ai, c'est celle qui est ici. Voilà. Le voilà ici. Là. Il devait avoir environ 5 ans. Il doit te ressembler. Bon, t'es sûr? Non, je crois pas. Je pense qu'il va te... Non. La dernière fois que j'ai vu qu'il avait 17 ans, je l'ai vu une demi-heure, je me rappelle pas de son visage. Je crois pas. Physiquement. Guy a eu 3 enfants de 3 mariages différents. Yannick, Laetitia et Anne-Laure. Quand Yannick a eu 4 ans, Guy se sépare de sa première épouse. Au fil du temps, les liens entre eux se dégradent, le père voit de moins en moins Yannick, puis plus du tout, et ça fait 20 ans que ça dure. J'ai tous mes enfants, Laetitia, Anne-Laure, mais je n'ai aucune photo de lui. De toute façon, faut pas que t'aies peur. Non, bon, il va rien m'arriver. Non. On verra bien, peut-être qu'il sera content. Mais oui, puis en plus, moi, il me manque beaucoup. Enfin, je le connais pas, mais moi, je suis très famille, donc tu le sais. Et ça me ferait super plaisir je sais. De le voir, quoi. Ouais, puis en même temps, ça me peine que papa, il voit pas son fils. Toi, tu vois les tiens, et puis mon papa, il les voit pas, quoi. Il en voit pas un. Mais ça me ferait plaisir si aussi ils peuvent se reparler. Mais oui. Il faut lui expliquer l'histoire aussi. S'il y a un refus, il y a un refus, mais t'auras fait... Mais je pense pas si je lui explique un peu. Moi, j'ai rien à faire dans l'histoire, donc bon, on verra bien. Anne-Laure a décidé d'enterrer ses querelles de famille qui ne la concernent pas et de rencontrer Yannick. Une tentative qu'elle avait déjà faite il y a quelques années, mais son frère n'avait pas répondu à son appel. Mais j'y pense quand je lui avais écrit. Hein? Je lui avais envoyé des photos de moi. J'avais dans les... Quand j'ai envoyé photos, je devais peut-être avoir 12-13 ans. Et qu'est-ce qu'il t'avait répondu à l'époque? Rien, parce qu'il m'a pas réécrit. C'est comme ça. C'est la vie. Donc moi, si j'arrive à lui parler, je lui dirais le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut vivre au présent, quoi. Ben voilà, si t'as un moyen de discuter avec lui, j'espère. On verra bien. Samedi matin, Anne-Laure s'est levée de bonne heure, trop angoissée pour pouvoir dormir. Il est 10h, elle prépare son sac de voyage. Pendant ce temps, les parents dans la cuisine angoissent aussi. Qu'elle le trouve ou qu'elle le trouve pas, le problème est même. Mais de toute façon, s'il la trouve, je pense pas qu'il la reçoive mal. Ça sera peut-être reçu un peu froidement. Oui, un peu au départ. Je vais demander si c'est pas toi qui l'as envoyé. Voilà, il va poser des questions, si c'est moi qui l'envoie ou pas du tout. Alors, de toute façon, comme c'est pas moi... Comme c'est elle qui a voulu. C'est sa démarche personnelle, alors c'est très bien comme ça. Hein. Non, il va la recevoir. T'as l'adresse? Ouais, j'ai tout mis dans mon sac, il est dans mon sac. Bon, tu feras attention ça, quand tu reviendras. Hein? D'accord. Tu fais attention à qui tu parles, parce qu'on ne sait jamais dans le train à qui on a affaire. 14h, il est temps pour Anne-Laure de partir. C'est la première fois qu'elle voyage seule. Ses parents sont aussi stressés qu'elle. On met tout ça. De toute façon, c'est ce que tu voulais. Ouais. Bon, mais fais comme tu veux. Je vais peut-être enfin réaliser mon rêve. Oui. Je le souhaite. Ouais. À bosse. Allez, je te dis bonne chance. Ok. Hein? Gros bisous. Allez. Dans quelques minutes, nous verrons Anne-Laure quitter ses parents et parcourir les 500 km qui la séparent de son demi-frère. Nous nous rendrons avec elle à l'adresse indiquée par son père. La maison semble inhabitée, mais Anne-Laure est déterminée. Elle frappe à toutes les portes du village pour le retrouver. Est-ce que vous ne laisserez pas Yannick Nadeau ou madame... Vous assisterez à de merveilleuses retrouvailles entre un frère et une sœur qui ne se connaissent pas. Moi aussi. Tu es Anne-Laure? Oui, c'est ça. Ouais, parce que tu m'excuseras, il me reste plus que des photos. Je l'ai vu, il m'a serré dans les bras très fort, et moi aussi. Il a pleuré, moi aussi. Cela se passe dans quelques instants dans Confessions intimes.
Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de Confessions intimes. Nous avons découvert Anne-Laure, 18 ans, qui recherche son demi-frère qu'elle n'a jamais vu. Voici la suite du reportage. Anne-Laure a 18 ans et un demi-frère qu'elle ne connaît pas. Aujourd'hui, elle a décidé de se mettre à sa recherche. Ses seuls indices pour le retrouver, une vieille adresse en Bretagne que son père lui a donnée. Il est 14h, Anne-Laure est sur le départ et c'est la première fois qu'elle voyage seule aussi loin. Allez, je te dis bonne chance. Ok. Hein? Gros bisous. Allez. Hop. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous rappelons que notre train est à destination de Quimper. Messieurs, c'est donc à toutes et à tous, agréable voyage. 16h, le train quitte la gare de Bordeaux. Anne-Laure est partie pour 6 heures de voyage jusqu'à Lorient, un long chemin pendant lequel elle ne fait que ressasser la journée de demain. Va-t-elle retrouver Yannick? Que va-t-elle lui dire s'il ouvre la porte? Autant de questions qui font paraître le voyage encore plus long. Anne-Laure n'en peut plus d'attendre. Allô Florence, ça va? Ouais, un peu fatiguée. C'est long le trajet, mais je stresse un peu pour demain au sujet de mon frère. Et puis, faut savoir comment il va réagir. Est-ce qu'il va me claquer la porte au nez? Plein de trucs comme ça. Et on veillera bien sur le tas. Ouais. Je te fais de gros bisous, puis je te dis à plus tard. Ok? Allez, bisous Florence. Bye. 6 heures plus tard, Anne-Laure arrive enfin à Lorient. Le temps de rejoindre l'hôtel, il est trop tard pour se mettre à la recherche de Yannick. Elle devra attendre une longue nuit de plus. Ce que j'ai peur demain, c'est qui me ferme la porte au nez ou qui me reproche des trucs qu'il y a eu avec mon père et que moi j'y suis rien dans l'histoire et que sa mère m'interdit de voir peut-être son fils, comme dire ça y est t'es là, tu débarques et puis en fait j'y suis rien dans l'histoire. Je sais pas qu'est-ce que je vais lui dire, lui va être autant surpris que moi et va se demander ce qui lui arrive ou enfin je sais pas. Mais ça va faire quand même bizarre, je me mets à sa place. 51. Dimanche, 9h du matin, Anne-Laure est au bout de son voyage. Elle arrive à l'adresse que lui a donnée son père, au 56 de la rue. J'ai vu le 55, ah ouais. En fait, le 56 doit être de ce côté-là. 58, on a dû le dépasser, ouais, 60, il doit être là-bas derrière. Anne-Laure est émue, à quelques portes de là, il y a peut-être ce frère qu'elle n'a jamais vu, mais à qui elle pense depuis des années. On va savoir enfin si c'est la bonne adresse ou pas. Enfin, comment il va réagir? Une grande maison blanche au volet fermé, Anne-Laure s'avance dans l'allée espérant que les habitants y sont encore endormis, mais après plusieurs coups de sonnette, il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a personne. Et déjà, il n'y a pas le nom sur... C'est pas le même nom sur la boîte aux lettres. C'est Marie-France Emmanuel. Donc ça va pas être ça. En quelques coups de sonnette, la seule piste d'Anne-Laure vient de s'écrouler. Apparemment, son frère n'habite plus là. On va peut-être aller voir la petite dame là. On sait jamais. Bonjour madame. Excusez-moi, je voulais vous demander, est-ce que vous ne connaisserez pas Yannick Nadeau ou madame Marie, c'est pas en bas là? Excusez-moi madame, je recherche mon frère et c'était pour vous demander si... Vous recherchez? Mon frère. Oui. Ça serait pour vous demander si vous n'avez pas vu des voisins qui ont déménagé au 56 là. Madame vous connaissez pas? Le nom de famille de Yannick n'évoque pas grand-chose aux deux femmes. Pourtant, l'une d'elles pense soudain à une voisine qui porte peut-être ce nom-là. Ma voisine aussi, c'est... C'est vrai? Peut-être qu'il habite plus avec sa maman alors? Si, il est avec sa mère. Elle est veuve, elle est divorcée. Oui, c'est ça. Ah bah si. C'est la sœur à Josiane. Tu sais la dame qui habite là-bas? Je ne sais pas. C'est un très brun, non? J'ai jamais vu.
Je veux dire, Caroline, elle croit que justement, je demandais qu'est-ce que... Tu sais, Josiane, qui habite en face de chez moi. Je connais pas beaucoup, il n'y a pas très longtemps que j'habite ici. Moi, je suis de Port-Louis. Elle a une sœur qui habite là-bas, qui a un garçon qui a dans les 30 ans, un très brun. Et ce serait pas ta maman, ce serait ta... Rien du tout pour moi. Voilà. Ça serait juste la mère de mon frère. Voilà. Parce que elle, ça correspondrait. Ouais, ça correspondrait. Ah, ça serait bien. Tout a l'air de coïncider, c'est peut-être une bonne piste. Elle est veuve ou divorcée, la dame. Elle a mon âge, elle a 55 ans. Elle a 55 ans. Ouais, ça va être... Oui, ça tombe bien, ça va être ça, oui, oui. Elle a mon âge, parce qu'elle est née en 48. Oui, ça tombe bien, parce qu'avec mon père, oui, ça tomberait bien. Ouais. L'âge correspondrait, ouais. Il faudra aller voir. La voisine est émue par l'histoire d'Anne-Laure. Elle se propose de l'accompagner au bout de la rue à l'adresse qu'elle croit être la bonne. Le nom Nado Yannick, c'est ici. Il y a une petite jeune fille qui voudrait te voir. Bonjour. Je suis Anne-Laure Nado, la sœur de Yannick. Je ne l'ai jamais connu, j'aimerais bien le voir. Ça me ferait vraiment... Moi, je peux rien dire sur lui. Vous pouvez pas lui demander. Lui, il n'a pas été reconnu par son père. Écoutez-moi, madame. Mais je vais la prendre quand même, je vais la carte d'identité. Oui, d'accord. Moi, je l'ai trouvé. La femme qui nous ouvre la porte est bien la mère de Yannick. Elle tremble de tous ses membres. Avec Anne-Laure, c'est tout son passé qui ressurgit devant elle. Des mauvais souvenirs. Elle refuse de la laisser entrer, pourtant son frère est là, à l'intérieur. Mon père est de pousser. Ça m'est égal. Tenez, regardez. Voilà. Et tremblez pas, ça va bien se passer. Ah oui, mais moi, je ne trouve pas ça bien parce que son père l'a abandonné. La tension est intense, la femme est totalement affolée. D'un coup, elle rentre précipitamment dans la maison pour ramener Yannick. C'est pour moi. Moi, je suis déçue. Ah, moi, je ne sais même pas pourquoi c'est elle. C'est juste pour moi. Merci. Anne-Laure attend son frère, mais c'est de nouveau la mère qui ressurgit. Toujours paniquée. Elle court dans tous les sens et plante Anne-Laure sur le trottoir. La jeune fille ne sait plus ce qu'elle doit faire pour la calmer. Excusez-moi, est-ce qu'on peut parler? Mais pourquoi vous portez plainte de... Bonjour. Non, mais on vous filmera pas parce que moi je voulais juste te voir. Excusez-moi. Anne-Laure a retrouvé son frère, elle lui tombe dans les bras. Tu es Anne-Laure? Oui, c'est ça. Ouais, parce que tu m'excuseras si je me explique des photos. C'était juste pour voir mon frère. Mon grand. Je suis contente. Et je voulais absolument voir mon frère, ce qu'il m'avait dit, je voudrais te voir quand tu auras 18 ans. Ouais. Maintenant que je l'ai dit, je vais avoir 19 ans, j'ai dit il faut que je le fasse. Je suis trop contente. Bah attends, je vais aller me changer, moi, puis on va aller faire un tour, quelque part. L'émotion a été intense, Anne-Laure redescend accompagnée de la mère de Yannick. La femme s'est calmée, elle s'excuse de la violence de sa réaction. Elle est désormais souriante, heureuse elle aussi de ses retrouvailles. Je n'empêche pas de la voir, hein, au contraire, depuis quand elle réclame aussi. Donc je pourrais venir quand je veux. Je viendrai pas souvent parce que c'est loin. Mais en fait, je l'ai vu, il m'a serré dans les bras très fort et moi aussi. Il a pleuré, moi aussi. Et puis voilà, et là il va m'inviter à boire un café au port de Louis, enfin, je sais plus. Et voilà quoi. T'es contente? Super contente. Super contente et j'espère que on va pouvoir se revoir et puis voilà quoi. Anne-Laure et Yannick vont passer toute la journée ensemble. Ils vont parler et parler encore, forcément. Ils ont 18 ans de vie à se raconter. Tu verrais, ce qui est impressionnant, c'est quand les gros bateaux de commerce ils passent là. Ah ouais, Bah tu vois les grues là-bas, les bleus. Ouais. Sur la droite, là, complètement sur la droite. Ouais. Bah c'est ceux-là que je vais conduire en voiture. Ils vont se raconter leur métier, ils vont se dire leurs couleurs préférées, ils vont se confier leurs secrets et en une journée, ces deux-là vont devenir frères et sœurs. C'est un frère génial. C'est un frère génial. Bah bon, je peux te dire que le 9 mai 2004, ça c'est une date que je n'oublierai jamais. D'accord, mais moi non plus. Superbe réveil. Ça, il n'y a aucun en robe problème. de chambre.
Allô Laetitia? Je suis en Bretagne avec notre frère. Bon, ben je te le passe. Je te fais des noms. Anne-Laure appelle Laetitia, leur demi-sœur, à tous les deux, que Yannick n'a jamais vue non plus. Allô Laetitia? Bien et toi? Félicitations, hein? Anne-Laure m'a dit. Ouais. Allez, dans quelques mois, Yannick sera tonton. Aujourd'hui, il a gagné 2 sœurs et un neveu. Mais de rien, de ce cadeau. Ouais, mais de toute façon, c'est normal, attends. Et je pense à toi aussi. Moi aussi. Attends, tu fais partie, puis Yannick te dit qu'il pense très fort à toi aussi. Que je vous lâcherai pas toutes les deux. Il a dit qu'il nous lâcherait pas toutes les deux. Que si on avait un problème, on était là. Voilà. 17h, Anne-Laure a déjà décalé son train pour rester avec son grand frère le plus longtemps possible. L'après-midi touche à sa fin et il faut quand même penser à partir. Ils vont se revoir très vite. La semaine prochaine, Yannick est en vacances. Sa destination est toute trouvée. Il ira voir ses sœurs à Bordeaux. Je la lâche plus. Enfin, c'est quand même. Faut qu'elle vive sa vie privée quand même aussi, mais je la lâcherai plus quand même. Si elle a besoin, je serai derrière elle. Enfin, derrière eux. Parce qu'il y a Laetitia aussi, faut pas oublier quand même. Ouais, faut pas oublier Laetitia quand même. Ouais, j'étais surpris. Mais une super surprise. Ouais, et je la remercie. Si vous aussi vous souhaitez témoigner dans notre émission, contactez-nous au 01 55 26 69 96. Après 8 mois de vie commune entre Dominique et Virginie, rien ne va plus. Regardez. Toi, tu viens me voir, Dany ceci, Dany cela, Dany ceci, Dany cela. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il t'appelle pour te dire, et moi je suis ta nana quand même, c'est moi qui t'ai dans ton lit tous les soirs, c'est pas lui, non? Oui, mais d'accord. Il est joli celui-là. Ouais, je pourrais te montrer 1 kilo de boudin que ça te ferait le même effet, quoi. Quand toi tu es quelque chose, il faut que je vienne avec toi, tu regardes la télé avec moi, tu fais ça avec moi. Si c'est à 8 et à 2 pour être chacun de son côté, tu vois, on se prend un appart chacun et on s'emmerde pas l'un avec l'autre, hein. Ça, c'est chaussettes seules, alors tu les laisses là, s'il te plaît. Le couple s'aime, mais il ne se comprend plus. Entre eux, c'est l'amour vache. Chaque discussion finit en dispute. Virginie reproche à son compagnon de ne pas assez s'occuper d'elle, de ne pas s'investir dans leur vie de couple, de ne jamais dire ce qu'il pense vraiment. Quant à lui, il trouve Virginie trop maternelle, toujours sur son dos et surtout jamais satisfaite. Ce couple va-t-il surmonter l'épreuve qu'il traverse? C'est ce que nous racontent Valérie Lamorlette et Pascal Hainaut. Dany ceci, Dany cela, Dany ceci, Dany cela. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il t'appelle pour te dire, et moi je suis ta nana quand même, c'est moi qui t'ai dans ton lit tous les soirs, c'est pas lui, non? Oui, mais d'accord. Eh ben oui, alors si tu veux t'occuper de rien... Mais je lui dis aussi, si, ça c'est vos oignons. Alors pourquoi tu me dis, il a des blagues que tu comprends pas, tu lui trouves des arguments en sa faveur, et moi quand il m'humilie devant tout le monde, il te raconte des histoires à la con devant tout le monde, là tu dis rien, Virginie elle passe pour un couillon, mais c'est pas grave. Une blague à la con. Non mais tu vois, je préférerais que tu me dises, je sais pas quand je rentre, au moins tu vois. Ah non, arrête là-dessus. Parce que je dis, je ne sais pas quand tu rentres, à midi je veux que tu sois à la maison. Attends, Toi, tu veux avoir une femme sans avoir les désagréments. Je veux dire, il faut te plier. La vie où tu fais ce que tu veux quand tu veux, c'est fini, tu vois. Maintenant, on est 2. C'est tous les 5 minutes, il faut que je te suive. Tous les 5 minutes. Tous les 5 minutes, il faut Tous les 5 minutes. Dès que tu vas dans la chambre, chérie, tu viens. Je t'empêche de tout faire. Je suis collée à toi toute la journée. Si c'est à 8 et à 2 pour être chacun de son côté, tu vois, on se prend un appart chacun et on s'emmerde pas l'un avec l'autre. Hein. J'espère que tout va s'arranger. Parce que je l'aime vraiment et je pense que lui aussi, et que ce serait triste qu'on se déchire pour des bêtises pareilles. Pourtant, depuis 8 mois, Virginie s'est installée dans l'appartement de son petit ami Dominique. Le jeune couple veut se marier, mais la vie à 2 est loin d'être facile. On connaissait la télé allumée, comme d'habitude. Bon, ça va, on est parti 5 minutes, c'est pas grave si on a laissé la télé allumée. Disputes et reproches rythment leur quotidien et cela commence dès qu'ils rentrent à la maison. Mais c'est pas toi qui paye l'électricité. Je paye pas l'électricité, mais je paye d'autres choses. Alors, tu sais, l'un dans l'autre, c'est pareil, hein, tes réflexions. Ouais. C'est qui travaille? C'est sûr, si j'allais pas à l'école, je serais comme toi. Hein. Encore combien de temps à l'école? Ben, encore 1 an, la licence. À 21 ans, Virginie est étudiante, Dominique, lui, est ambulancier et pompier bénévole. C'est donc lui qui ramène l'argent du foyer. Le jeune homme travaille énormément et comme il a toujours vécu seul, il a pris ses habitudes et trouve normal que Virginie s'y plie. Et du coup, ben, tu me dis pas, c'est bien, t'as fait un effort, t'as fait ça. Ouais, c'est vrai, je le dis pas tous les jours, mais bon. D'après toi, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose de bien? Tu fais pas quelque chose pour attendre quelque chose derrière? Non, je fais pas quelque chose pour... Mais non. Mais que tu le remarques juste, ça va, je te demande pas que tu me dises merci, que tu te mettes à genoux devant moi, juste merci. Le plus souvent, je crois que c'est moi qui fais le ménage que toi.
Le linge. C'est le seul truc que tu fais. La vaisselle. Non, la vaisselle, on se fait toujours. Non. La vaisselle, des fois, quand je venais juste les week-ends. Oui, tu fais la vaisselle. Il y avait la vaisselle de 2 ou 3 jours, là. Tu vois, là, il y a mes pantalons, mais ils sont pliés. Non, parce que je les ai pliés. Non, ça c'est moi qui les ai pliés. Non, et là, sur la chaise, les fringues en boule, c'est à qui? De son côté, Virginie ne ménage pas non plus son homme. Elle lui reproche de vivre encore comme un célibataire endurci. Excédée, la jeune femme fait l'inventaire de leur chambre à coucher. Ça, c'est à qui? Oui, ça, c'est à moi, mais c'était proprement. Ça, c'est à qui? Oui, mais c'est proprement. Ça, c'est à qui? Moi, je les ai mis là, je mets pas sur le lit. Oui, ça, c'est à qui? C'est à moi, et alors? Ah voilà, je croyais que c'était mes affaires qui avaient en boule sur le lit. Ça, c'est à qui? Tes affaires? Parce que tu viens juste de les ranger, parce que moi, j'ai rangé mes affaires. Alors, ça... C'est à qui? Ça, c'est chaussettes seules. Alors, tu les laisses là, s'il te plaît. La majorité, c'est des trucs à toi, je te signale, hein? Ouais. Tes briquets, ton couteau suisse, c'est à toi tout ça? Tes mèches? Non, mais t'as pas d'affaires, toi, ils sont tous à Marseille encore, c'est normal. Non, ils sont pas tous à Marseille, j'en ai ramené déjà. C'est que moi, c'est jamais toi. Je pense qu'il est resté sur son côté, je vis tout seul, je fais ce que je veux. Si ma chambre ressemble à un grand vestiaire, c'est pas grave. Je pense qu'il a pas percuté que maintenant on vivait à deux et qu'il fallait plus penser qu'à lui, il fallait prendre en compte d'autres facteurs, que j'en faisais partie. Et c'est vrai que des fois, je reconnais que je suis pas non plus tout le temps hyper facile à vivre, que je suis assez directive. Mais le problème, c'est que si je lui dis pas fais ci, fais ça, il fait rien et après, ça fait des grosses scènes. Virginie sait qu'elle aussi a ses torts, pourtant elle ne fait rien pour arranger les choses. Ce matin, Dominique a décidé de passer une journée tranquille devant sa console de jeu, mais Virginie ne supporte pas qu'il ne s'intéresse pas à elle. Jouer à la console. Déjà, ça fait pas longtemps que t'es levé, déjà tu scrolles devant la console? Ça va, je fais une partie. Tu vois, j'aurais préféré qu'on sorte, pourquoi? Parce que le bruit, le machin, c'est bon quoi. Quand t'es collé là-dessus, n'importe qui peut te parler, même pas tu réponds. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, à croire que, je sais pas, t'es hypnotisé par ta console, là. Et je veux dire, les jeux, c'est pas spécialement intéressant, tu vois, on a vu mieux quand même, hein. Tu joues pas longtemps, hein. Je t'ai dit non, je jouerai pas longtemps. C'est quoi pas longtemps? Toi, tu dois pas travailler? Mais je peux pas travailler quand tu joues à ça, avec le bruit que ça fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais une partie, ça fait quoi que jouer une partie? Sinon, je peux jamais jouer. Et je t'empêche de tout faire, je suis collée à toi toute la journée. À chaque fois que moi je fais quelque chose, c'est pas bien, mais de suite quand toi tu fais quelque chose, il faut que je vienne avec toi, tu regardes la télé avec moi, tu fais ça avec moi. Si c'est habité à deux pour être chacun de son côté, tu vois, on se prend un appart chacun et on s'emmerde pas l'un avec l'autre, hein. C'est tous les 5 minutes, il faut que je te suive, tous les 5 minutes. Tous les 5 minutes, Tous les 5 minutes, dès que tu vas dans la chambre, chérie, tu viens? N'importe quoi. Et quoi, n'importe quoi? Non mais bon, moi ça m'énerve, tu me dis ouais, je joue à la play, toi t'as qu'à aller faire tes devoirs, voilà, c'est genre, fous-moi la paix 5 minutes. Non mais je dis, je fais une partie, ça te gêne en quoi? Mais ça me gêne que tu joues quand je suis là. Baisse, c'est fort. De toute façon, j'en ai marre, ça fait au moins une demi-heure ou une heure que tu joues, et j'en ai trop marre, j'ai envie de sortir. Ça fait une demi-heure que je joue, ça fait 5 minutes que je joue. 5 minutes, mais le problème c'est que tu perds la notion du temps dans les trucs comme ça. Ça fait 5 minutes que je joue. On y va, 2 secondes. Mais t'as pas l'impression des fois qu'il faudrait que tu fasses un peu des efforts? C'est bon, on va y aller. Oh, c'est pas possible. Dominique comprend que Virginie ne le laissera pas tranquille. S'il ne cède pas, la journée sera un enfer. Énervé, le jeune homme accepte de sortir faire les magasins avec elle. Mais il compte bien lui faire payer son impatience. C'est bon. Oui, c'est vrai que toi, j'ai connu des fois où t'étais plus vif pour partir. Hein. Proche à toi. Oui, bah attends, je prends mon pull. Il est là. Ah, t'es pas prêt encore? Si, je suis prête, je prends juste mes chaussures. Elle est toujours en train de râler dès que je fais quelque chose, je suis pas libre de mes mouvements, il faut toujours que je sois avec elle. Toujours, dès que je fais quelque chose, c'est pas bien, comme ça. C'est sûr que ça m'inquiète parce que j'ai dit comment ça va être quand on va être mariés. J'ai l'impression d'être un petit gamin, qu'il y a la maman derrière, qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on peut. Et moi, c'est une impression que j'ai. Bon, je ne sais pas si elle voit ça de même œil, mais je voudrais que je sois libre. À peine monté dans la voiture, c'est Dominique qui attaque le premier. Il trouve la conduite de sa copine trop brutale à son goût.
t'évites de freiner comme ça et donner des Mais j'y peux rien si ça freine comme ça, je te l'ai déjà dit. Et ben moi elle freine, tu vois, bah oui, c'est sûr la voiture que t'avais avant elle freinait pas, donc forcément... Si elle freinait, Alors c'est toi qui t'en servais pas du frein, tu vois. Moi j'avais peur avec toi, c'est pour ça que je criais. Tu sais, si t'es pas contente, hein, Dieu t'a créé des jambes, hein. Tu peux marcher. Moi j'ai une voiture, hein. Pourquoi je vais marcher? T'as toujours raison, c'est ça qui m'énerve. Toi on dirait que t'es le meilleur partout, tu vois. Ouais. Moi je conduis bien, moi je fais le ménage. Arrivé sur place, les esprits semblent calmés. Pourtant, il n'en est rien. Dominique traîne la patte et ne daigne même pas regarder les vêtements que lui montre Virginie. Il n'attend qu'une chose, pouvoir rentrer chez lui pour retrouver son chien et sa console de jeu, et il joue la provocation. T'aimes pas la tunique blanche? Mais viens voir. Moi, ça me plaît, ça. Oui, mais déjà, faut être mince. La robe, elle est pas mal, aussi. Faut être très très mince, et puis c'est très très transparent. Il faut faire 1m70, 40 kg pour mettre ça. Ben, je fais pas 1m70 et je fais pas 40 kg. C'est à quoi t'attendre? Tu fais du sport? Je fais du sport. Moi j'en fais, c'est pas le cas de tout le monde. Arrête de tirer, ça m'énerve. Tu rentres avec moi? Non, je t'attends là. Non, allez, viens, rentre. Non, je t'attends là. Pourquoi tu m'attends là? Je sais pas, t'es bien content quand je les mets. Bon, bah, t'as qu'à rester dehors après tout. C'est pas joli ça? Eh, ouais. Tu les mets jamais. Hein. Bah t'as qu'à m'en acheter des beaux comme ça, c'est pas ma faute si ton chien il m'a mangé tous mes beaux ensemble. Il est joli celui-là. Hein. Ouais, ça va. Ouais, je pourrais te montrer 1 kilo de boudin que ça te ferait le même effet quoi. Hein? Ça c'est joli. Ah non, bah ça moi j'aime pas. Ouais, t'as fini, on rentre? On est arrivé. On a fait que la moitié, déjà t'en as marre? Ah tu vois ce que ça fait? Ah bah ça, tu vois ce que ça fait au moins. T'as envie de rentrer. Quand toi tu passes des journées entières à jouer, bah oui, bah attends 2 minutes pour manger. L'un comme l'autre campe sur ses positions. Dominique veut rentrer, Virginie veut rester. Ils partent donc chacun de leur côté. Allez, bisous. Marie, l'amie de Virginie, l'a rejointe. La jeune femme en profite pour lui confier ses doutes sur sa relation avec Dominique. Ce matin, tu vois, pour le décoller des jeux vidéo, je sais pas, j'ai joué. Les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, l'ordinateur, les pompiers, c'est le trio gagnant, tu vois. Donc. Voilà. C'est sa vie, les pompiers, Virginie. Alors si, voilà, donc c'est ça le problème, c'est que les pompiers, c'est sa vie, et moi, je suis quoi, tu vois? Bah, tu fais partie de sa vie. Moi, j'ai peur qu'un jour, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'un jour, j'en ai marre de faire des efforts et que je prenne mes clics et mes claques et que je m'en aille. Ça me saoulerait, quoi. Ce serait dommage que ça soit juste pour ça. Ah bah oui, bien sûr que ce serait dommage, mais bon, je l'ai prévenu, quoi. Je lui ai dit des dizaines de fois. Non, moi je trouve c'est du gâchis parce que vous voyez, si vous y avez un petit peu d'effort tous les deux, t'es trop directive des fois, quoi. Ouais, mais le problème c'est que sinon il ferait jamais rien. Alors si j'avais pas été directive, sa vie ce serait comme quand je l'ai connue il y a 4 ans. Je me lève à midi, je vis chez mon papa, chez ma maman. L'après-midi je vois des copains qui ont pas d'autre ambition que de remonter leur voiture. Laisse-le un peu se débrouiller par ses propres moyens, sans être toujours là, parce que quelque part tu as le rôle de maman en ce moment. Attends, tu joues le rôle de sa mère? Oui, non, mais ça... Bah ouais, mais c'est pas le rôle d'une copine. Hein. Des fois, il m'appelle maman. Hein. Bah justement. C'est vrai que Marie, comme elle le dit, je pense que souvent il fait des efforts et que je suis un peu trop exigeante et du coup, bah, je me rends pas compte. Ça m'a quand même ouvert les yeux, il a quand même de la bonne volonté, même si des fois il râle. Et bah, j'espère que ça va continuer dans cette voie-là et que ça va vite s'arranger. C'est qu'on en parle quand même du mariage. Ouais. Malgré leurs disputes quotidiennes, le couple s'aime et a déjà arrêté une date de mariage. Dans 1 an, Virginie et Dominique se diront oui pour la vie. Mais avant, il faut choisir la liste des invités et là encore, les avis divergent. Virginie ne supporte pas Dany, le meilleur ami de Dominique. Pourtant, il compte bien l'inviter. À l'église, qu'on fait... Non mais c'est pas ça, déjà faut savoir qui on invite parce que moi il y en a que je veux pas, tu vois, tu le sais. On en a déjà parlé, à mariage, t'invites des gens qui sont contents de te voir, toi, te marier avec la personne avec laquelle tu te maries. En l'occurrence, c'est pas le cas pour Dany, donc moi j'estime que... Enfin, moi je suis pas d'accord. Moi j'ai envie de l'inviter, quoi. C'est un ami, c'est un copain et je l'invite. Quand tu me dis oui, tu pourrais faire un effort, si tu t'entends bien avec lui, il pourrait revenir à la maison. Tu vois, tu me dis fais un effort, non, il a pas dit ça comme ça, tu comprends pas, il a des blagues spéciales. Enfin, t'essaies quand même de trouver des arguments en sa faveur. Non, parce alors que moi, quand tu m'as humilié plus d'une fois, tu lui as jamais dit non, je suis désolée. Non, parce que le problème, c'est que toi, tu viens me voir, Dany ceci, Dany cela, Dany ceci, Dany cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il t'appelle pour te dire, et moi, je suis ta nana quand même, c'est moi que t'as dans ton lit tous les soirs, c'est pas lui, non? Oui, mais d'accord. J'ai pas à te demander qui je préfère entre Dany et moi, parce que t'as pas de choix à faire. Tu l'as fait. Tu l'as déjà fait.
Et que j'ai pas répondu. Mais dans tous les cas, si tu devais choisir, tu vois, je pense que ce serait moi. Oui, mais je répondrai jamais à cette question. Parce que je n'ai pas à choisir à cause des problèmes de l'un, de toi et de Dany, je n'ai pas à choisir, donc... Donc si demain, veille du mariage, admettons le 8 juillet, je te sors Dominique, c'est Dany ou moi, tu me réponds pas, je m'en vais, ça te dérange pas. Mais tu ferais rien pour me retenir. Tu me laisserais partir, tu me dirais moi j'ai pas besoin de choisir. Étant donné que je te connais assez, tu partirais pas. Ah ouais? Eh ben tu me connais pas alors. Ah ouais? Ça me fait peur parce qu'on va se marier et que j'ai l'impression qu'il va jamais changer. Bon, c'est vrai qu'on peut pas changer les gens. Moi ça me fait peur parce que j'ai peur d'un jour d'avoir de mauvaises puces et le jour, même pourtant même si je l'aime, eh ben, je partirai. Virginie et Dominique ont conscience que le couple est en danger. Afin de le sauver, ils ont accepté de rencontrer Paul Devendre. Depuis des années, il anime des ateliers sur les relations de couple. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous marier maintenant et pas avant ou après ou est-ce qu'il y a eu on pense que c'est le bon moment parce qu'on est jeune et on veut former une famille jeune. Donc on veut pas, on pense que ça sert à rien d'attendre plus longtemps étant donné qu'on s'aime et qu'on le sait. Quoi. Et donc vous savez que vous aimez, mais en même temps vous dites que c'est bien de... Oui, c'est l'amour vache. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de... Enfin pour nous c'est des petits accrochages. Mais apparemment, pour notre entourage, pour eux, c'est des disputes. Et ce que je trouve grave, c'est que justement, on s'en soit pas aperçu et qu'on banalise la chose. Donc, je voudrais pas que ça empire. Que ça empire ou que ça envenime. Afin de mieux comprendre la situation, Paul Devendre visionne quelques images du reportage en présence du couple. C'est à peine si Dominique et Virginie se reconnaissent. Moi, j'ai l'impression d'être une vraie mégère. C'est vrai? Oui. Mais ça fait très drôle de voir comme ça. Moi, donc, pourquoi? Moi j'ai l'impression que je suis un petit racailleux, quoi. Vraiment, dans une relation de couple, il y a quelque chose qui est important, c'est de comprendre qu'on ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons. Un homme et une femme ne se sentent pas aimés pour les mêmes raisons. Ce qui est vraiment très important pour un homme, c'est de ressentir de la confiance. Oui. Alors que ce qui est fondamental pour une femme, c'est de recevoir des attentions. Et vraiment ici, d'après ce que je peux entendre, l'attention, en fait, c'est une femme a besoin de savoir quelle est la relation la plus importante dans votre vie. Parce que je n'ai pas à choisir à cause des problèmes de l'un, de toi et de Dany, je n'ai pas à choisir. Donc si demain, veille du mariage, admettons le 8 juillet, je te sors Dominique, c'est Dany ou moi, tu me réponds pas, je m'en vais, ça ne dérange pas. Pour un homme, c'est plus difficile d'exprimer ce qu'il ressent. Et je dirais qu'un beau cadeau que vous pouvez faire, Virginie, dans la relation, c'est de ne pas le forcer à parler s'il n'est pas prêt à parler. Et plus vous essayez d'aller le chercher dans ses retranchements, plus il va se retirer et plus il va commencer à répondre un peu n'importe quoi parce qu'il se sent... Il a l'impression de devoir donner des réponses qu'il n'a peut-être même pas lui-même. Moi, je lui fais super confiance, elle peut faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai l'impression d'être plus... elle n'a pas confiance en moi. Dès que je fais quelque chose, elle va de suite penser que je vais faire quelque chose de mal. Et le problème, oui, c'est que... Elle s'en fiche un peu que vous lui fassiez confiance. C'est pas ça dont elle a besoin. Elle a besoin de ressentir des attentions, de savoir qu'elle est importante pour vous, etc. Qu'elle passe avant vos passions, qu'elle passe avant le travail et tout ça. Ça me fait la peine parce que il dit maintenant des choses qu'il m'a jamais dit et ça prouve bien qu'on n'a pas de dialogue. On n'arrive pas à... Alors ça me touche parce que tu as l'impression que je te fais pas confiance. Tu me l'as jamais dit. Si, je l'ai dit. Non, pas comme ça. Non, mais le problème c'est que vous êtes alors entraîné un peu dans un cercle vicieux et chacun reste sur ses positions. Et c'est là un moment, c'est ça tout l'enjeu, c'est de pouvoir apporter à l'autre ce dont il a besoin. Ça confirme bien qu'on n'arrive pas à parler et qu'on se dispute pour des conneries parce qu'il y a notre nom et que quand il faut parler sérieusement, on n'arrive pas à avoir un contact. J'ai l'impression que des fois on est super distants et alors qu'on vit ensemble. Alors ça me touche. À présent, je vous propose de découvrir une nouvelle histoire, un nouvel enjeu, un témoignage étonnant. C'est
C'est l'histoire de Tiffany, une adolescente moderne qui, comme beaucoup de jolies jeunes filles, a des rêves plein la tête, comme celui de devenir mannequin. Mais il y a un mais, malgré les apparences, Tiffany n'est pas tout à fait comme les autres. Dès qu'elle passe la porte de chez elle, elle explose. Coucou. Ça va? Ouais. Si la maman de Tiffany reste stoïque face aux cris de sa fille, c'est par habitude. Elle sait qu'elle n'y peut rien. Tiffany est atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Hurlements, insultes, gestes violents. Lorsque Tiffany est en crise, elle ne contrôle plus rien. Et des crises comme celle que vous allez voir, elle en a des dizaines par jour. Le syndrome Gilles de la Tourette est aussi peu connu qu'il est effrayant. C'est pourquoi Tiffany, fatiguée d'essuyer les moqueries, a décidé de faire connaître sa maladie contre laquelle elle se bat depuis 10 ans. Pour cela, nous lui avons confié un caméscope. Moi, je fais ce reportage pour me défendre et pour défendre ceux qui ont cette maladie. Et voilà. Et puis, j'aime pas le regard des autres quand il est sur moi, qui disent que je suis folle, alors que je ne suis pas du tout folle. Je suis tout à fait une fille normale, autonome. Et puis c'est juste que j'ai des tics, le syndrome Gilles de la Tourette, et voilà. Je fais des tics vocaux, des tics moteurs, des mouvements involontaires, je dis des gros mots des fois. Et c'est insupportable. Des fois, je pleure, j'en peux plus, j'en ai même des idées suicidaires. Si la maladie de Tiffany est un calvaire pour elle, elle a conscience qu'elle fait aussi vivre l'enfer à sa famille. Alors dès qu'elle le peut, Tiffany s'exclut d'elle-même. Non, mais non, j'ai eu la flemme de mettre la rallonge. Je vais t'aider, on va la mettre, bien. Je mange là, moi. Non, tu manges avec lui. La sauce piquante. Allez. Bah c'est bon. Putain, vas-y, fais gaffe à tes doigts. Qu'est-ce qui l'énerve là? Qu'est-ce qu'il a? À mon avis, c'est le fait qu'on déjeune dans la salle à manger et qu'elle doive non mais moi je mange pas déjeuner avec nous. Parce qu'en général, Tiffany, depuis un certain moment, elle s'isole. Elle déjeune toute seule ou elle monte dans sa chambre. Donc là, elle commence à s'énerver parce qu'elle ne veut pas déjeuner avec nous. On est combien? Si Tiffany refuse de déjeuner en famille, c'est parce qu'elle sait qu'elle est incapable de tenir en place très longtemps. Allez. Vas-y, maman, tu te débrouilles, allez. Ah, putain. Pardon? Ça fait partie de la maladie, les gros mots. La coprolalie, comme... Elle s'excuse tout de suite, parce qu'elle sait que tout de suite, je vais réagir, parce que même si je sais que c'est la maladie, que c'est pas de sa faute, je réagis automatiquement, parce que je manque tes médicaments. Jamais aucun remède n'a encore été trouvé pour guérir le syndrome. Alors comme tous les patients Gilles de la Tourette, Tiffany alterne les traitements. Elle en est à son 6e en 10 ans. Il semblerait que celui-ci fasse enfin de l'effet, mais il s'agit d'une médication très lourde aux effets secondaires indésirables. Elle a des antidépresseurs en plus des neuroleptiques et des anxiolytiques. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'elle s'épuise très facilement et voilà quoi. Donc elle a des moments de pause comme ça dans la journée où il faut qu'elle dorme ou qu'elle récupère. Là elle demande qu'une chose, c'est sortir de table. Tiffany, tu es comment là? J'ai envie de marcher comme table. Je m'énerve. Tiffany connaît bien sa maladie. Lorsqu'elle sent qu'une crise va survenir, qu'elle n'arrive plus à se contrôler, elle quitte la table sur le champ et monte se réfugier dans sa chambre.
Il faudra plus d'1 quart d'heure à Tiffany pour surmonter sa crise et parvenir enfin à se calmer. Des crises aussi violentes que celle-ci, Tiffany peut en avoir jusqu'à 20 par jour. Claudie, sa maman, sait qu'elle ne peut rien y faire, si ce n'est subir en attendant que ça passe. Je suis fatiguée, mon mari est fatigué, les enfants sont fatigués, tout le monde est fatigué. Il n'y a pas de mots. On vit avec et on ne peut rien faire. Et des fois j'ai envie de mettre des gants de boxe et d'être en face de la maladie et de lui dire dégage. Voilà, c'est ce que je pense. Dégage. C'est ce sentiment d'impuissance face au mal de sa fille qui ronge le plus Claudie. Elle ne sait plus comment l'aider autrement que par sa présence. En novembre dernier, Tiffany a été renvoyée de son lycée. Alors Claudie ne travaille plus qu'à mi-temps pour ne pas laisser sa fille seule à la maison toute une journée. Depuis qu'elle ne va plus au lycée, Tiffany est scolarisée à domicile. Cet après-midi, elle a son cours d'espagnol. Il a pris un peu de temps de parler. Ah, non. Bon, bah, je vais vous laisser. C'est bon aujourd'hui? Venga, vamos a la playa un rato. Los días como hoy hay menos gente y el mar está precioso y más... La maladie de Tiffany n'entame en rien ses capacités intellectuelles, seule sa concentration se trouve diminuée. Elle a un coefficient tout à fait normal, elle suit très bien, elle prononce très bien l'espagnol. Elle est un peu feignante, elle pourrait faire mieux, mais elle a vraiment, à part ce tic, que le fait qu'elle fasse de bruit, c'est plus gênant que si c'était un tic avec un œil, comme à d'autres enfants. Bon, c'est gênant parce qu'il faut interrompre les cours par moment, mais autrement, on suit une scolarité tout à fait semblable à une élève de 3e. Tiffany a d'ailleurs suivi une scolarité classique jusqu'en 3e. C'est à son entrée au lycée que les choses se sont gâtées. Après 3 mois de cours, le proviseur a jugé qu'il ne pouvait pas la garder. Pourtant, Tiffany assure qu'elle n'avait que très peu de tics en classe et ce renvoi, elle ne l'a pas accepté. Ça m'a fait mal quoi, d'être virée d'un lycée, enfin du lycée où j'étais. Les élèves étaient super sympas avec moi, mais les professeurs, non. Ils ont fait tout pour me faire craquer et puis au bout d'un moment, j'ai craqué. Et ils étaient bien contents que je craque, quoi. Ils étaient bien heureux, le proviseur il était content, alors moi je l'ai trouvé très content. Le proviseur a manqué de tolérance. Je lui en veux énormément. Avec cette mise à l'écart forcée, c'est toute sa vie de jeune fille dont elle se trouve privée. Désormais, ses journées sont monotones. Les journées, je me lève le matin, je me prépare tranquillement, pas comme avant, je speedais, je me maquillais, je m'habillais, je me faisais bien pour aller à l'école. Et puis maintenant, c'est... Bon, je me maquille bien, mais... Je m'habille, tout ça, mais c'est plus comme avant. Même si j'adore mes profs, j'adore l'école, enfin l'école chez moi, j'adore, franchement les profs, je les adore. Et les élèves me manquent quand même. Mes camarades, tout ça, toutes mes amies, tout ça, ils me manquent. Alors quand sa copine Varda sonne à la porte, c'est l'explosion de joie. Salut! Ça va? Ça va? Tu vas bien? Ouais. Voilà, Fanny, elle est contente de me voir. Tout le temps elle fait ça, elle est contente. Ça va? Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais. Alors on va aller chercher Chanel là. Ouais, vas-y. Claudie, sa maman, redoute plus que tout l'isolement de sa fille. C'est pourquoi les copines sont toujours les bienvenues. Ouais! Elle est contente. C'est très important qu'elle soit entourée, que ce soit de ses amis et de sa famille. C'est très très important. Et plus elle voit ses amis, mieux c'est. Bien. Allez, on y va. Ouais. Au revoir Claudie. Salut, à tout à l'heure. Chaque jour, Tiffany va chercher sa petite sœur à l'école, sa seule sortie de la journée. De quoi ? Mais passé ce portail, Tiffany doit prendre sur elle et faire d'énormes efforts pour contrôler ses tics afin de ne pas avoir à affronter les regards curieux des passants intrigués. Ouais. Je fais pas de tics dans la rue parce que j'aime pas le regard. Enfin, je me contrôle par rapport au regard des gens parce que j'aime pas le regard des gens. Et Tu arrives à te contrôler longtemps ?
Oui, ça peut durer, ça dépend en fait. Ça dépend. J'arrive à me contrôler, mais après dès que je rentre à la maison, j'explose. Je relâche tout ce que j'ai fait pendant la journée. Et voilà. Mais il y a aussi des périodes où Tiffany n'arrive pas du tout à se maîtriser, même dans la rue. Elle doit alors faire face aux moqueries dont Varda, son amie, a souvent été témoin. Les gens ils la traitent de folle dans la rue et tout. Et moi je trouve ça pas normal. Et voilà, je trouve qu'il faut que ça cesse quoi. Chanel, tu me donnes ton sac? T'as beaucoup de devoirs? J'en ai pas. T'en as pas? Comment ça se fait? Ouais, tu sais pas? T'as bien travaillé, ouais. Si Tiffany aime tant chercher sa sœur au collège, c'est aussi pour dire bonjour à ses anciennes camarades de classe, elles aussi révoltées par le renvoi de Tiffany. Aurélie! Viens! Ça va? Elle veut pas? C'est injuste. Parce que c'est une personne comme les autres et puis les professeurs ou autres, ils auraient dû essayer de comprendre ce qu'elle avait et puis de voir avec ses parents ou même avec elle-même. Donc je vois pas pourquoi ils ont été obligés de la virer. C'est injuste. Salut! Bon, à plus! Salut Aurélie! Bon chérie, je vais goûter. On va chercher goûter. Allez! Comme chaque jour, Tiffany, Varda et Chanel font une halte à la boulangerie. Mais lorsque Tiffany voit qu'il y a du monde comme aujourd'hui, elle ne se sent plus d'entrer et préfère patienter dehors. Ouais. Bah là, parce que je sens que ça monte, là, il y a l'angoisse qui monte. Il y a beaucoup de monde, donc je vais pas y aller. Parce que je suis énervée déjà avec tout le monde que j'ai vu, tout ça. Donc c'est pour ça, là, je vais pas y aller. Et voilà. Et l'attente n'est pas sa meilleure alliée. Tiffany a de plus en plus de mal à se contrôler. Elle laisse échapper quelques tics tout en faisant attention de ne pas être vue. Les railleries, elle ne les supporte plus. Quand je suis énervée contre quelqu'un qui m'insulte, je pleure et je suis obligée de donner un coup de poing dans un mur, dans un poteau en fer, ou quelque chose qui me fasse bien mal pour bien que ça me relâche, quoi. Il était donc temps de rentrer. À peine le pas de la porte franchi, ses tics reprennent le dessus. Se contenir représente un véritable effort pour elle. À la fin de la journée, Tiffany est souvent épuisée par ses nombreuses crises. Bah, je suis fatiguée. C'est la fin de la journée. C'est le médicament qui me fatigue. Je vais aller me coucher parce que mes tics, tout ça, j'ai eu des tics toute la journée. J'ai su me contrôler dehors, mais en rentrant chez moi, j'ai eu beaucoup de tics. Je suis fatiguée, donc à cause de mes médicaments aussi. Et puis j'ai eu une longue journée, un reportage aussi, donc je vais aller me coucher. Mais sa maman insiste toujours pour que Tiffany tienne au moins jusqu'au dîner. Si elle dort avant, elle est assurée de faire passer une nuit blanche à toute la famille, car lorsque Tiffany ne dort pas, personne ne dort. Au 0 899 706 666. Le samedi est en principe la journée où Tiffany est heureuse de profiter de sa maman, mais surtout de son frère et sa sœur qui ne vont pas à l'école. Mais à peine sommes-nous arrivés que nous trouvons Tiffany en pleine crise. Mehdi, son petit frère, ne semble même plus choqué par la violence des hurlements de sa sœur. Chacun sait qu'il n'y a rien à faire si ce n'est attendre que ça passe. Mais contre toute attente, ce matin, c'est Claudie qui craque. Tous ces cris, tous ces tics, tout ça, ça fait hyper mal. Mais... Moi, c'est fini, j'arrête. J'arrête. Arrête, Mehdi. T'entends ce que je te dis? Oui. C'est réel, si j'arrête là. Ça veut dire quoi, Claudie, ce que vous lui dites? J'arrête de me battre. J'arrête. Je peux pas pour toi. J'en peux plus.
c'est... Ça fait 5 ans que je prends des médicaments pour essayer de gérer le travail, la maladie, les enfants. Je me suis fait une carapace, une énorme carapace. Mais souvent je lui dis, c'est peut-être un peu à ton papa de reprendre un peu le flambeau parce que... Non, moi je veux pas. Séparée du papa de Tiffany dès sa naissance, Claudie a toujours affronté seule la maladie de sa fille. Tiffany voit parfois son père, mais trop peu pour soulager le quotidien de la famille. Alors quand elle craque comme ce matin, il arrive à Claudie d'avoir des paroles dures envers sa fille. Tu veux pas aller vivre chez papa? C'est mieux de faire souffrir maman. Non. Bah si. Non. Surtout que cette maladie, c'est pas moi qui te l'ai donnée. Et ça me fait souffrir. Je te l'ai dit en plus. C'est clair. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Sans le vouloir, Claudie culpabilise sa fille. Pas facile pour Tiffany d'assumer la souffrance que sa maladie inflige à chaque membre de sa famille. Tiffany ne supporte plus de voir ceux qu'elle aime souffrir par sa faute, à commencer par sa maman. J'aime pas l'avoir pleuré. J'aime pas l'avoir pleuré parce que ça me fait mal. Si je pouvais me débarrasser de cette maladie, ça me ferait beaucoup de bien. Dans la famille, tout ça. Des fois, je veux qu'elle parte pour être un peu tranquille et avoir une vie normale, hein, sans tic, sans bruit, une vie comme tout le monde où c'est calme et une maison calme. Voilà. C'est incompréhensible ce que je dis parce que des fois je lui dis que j'ai envie qu'elle parte et puis en fait si elle allait chez son père je voudrais qu'elle revienne, mais en fait et puis qu'elle laisse la maladie chez son père, c'est ce que je voudrais en fait, ou à l'extérieur, au portail, la maladie de Gilles de la Tourette au portail, ce serait un bon slogan ça. Mais Claudie aime trop sa fille pour l'obliger à vivre chez son père contre son gré. Alors elle craque un bon coup, comme ce matin, puis se reprend aussitôt. Elle se doit de rester forte pour Tiffany, mais aussi pour ses 2 autres enfants. Pour les distraire et échapper un peu aux hurlements de Tiffany, Claudie les emmène faire les boutiques. Mais ça aussi, c'est une épreuve pour sa fille aînée. Commode. Elle commence à en avoir assez. Je la sens excitée, même si elle est dans mon dos, je la sens bien excitée. Et c'est un peu comme Cendrillon, c'est vraiment limité dans le temps et elle va finir par exploser. Mais Tiffany a promis à son petit frère d'aller au cinéma. Une nouvelle épreuve pour elle et de taille cette fois-ci. Cela fait 5 ans que Tiffany n'y a pas mis les pieds. Arrivera-t-elle à relever le défi qu'elle s'est fixé? Impossible de le savoir. Dans quel état sera-t-elle dans 1 heure? À tout moment, une crise peut survenir. Non, tu sais pas. Ça fait mal. Je me sens un peu stressée le fait de savoir d'aller au cinéma. Donc là, je sais pas vraiment si on va y aller, on va voir quoi. Parce que là, je vois son pied qui bouge, elle n'arrête pas avec ses mains, ses doigts, et si ça continue, ça va être de pire en pire. Là, c'est... Le cinéma, vous le sentez comment? Le cinéma, je le sens mal. Il reste un quart d'heure avant que la séance ne débute, juste le temps de choisir le film. Alors que la petite famille se met rapidement d'accord sur le film à voir, brutalement, au moment d'entrer, Tiffany semble se braquer. Qu'est-ce qui se passe? Elle a changé d'avis? Je crois, mais on va aller au cinéma. Hein? Si? Non. Si? Bah, c'est ton défi, on va aller au cinéma. Si? Non. Si? Tiffany, c'est le cinéma. J'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? J'ai peur. J'ai peur, je suis angoissée. Claudie ne veut pas céder. Peur, caprice d'ado ou véritable crise, Claudie ne sait plus. Elle se retrouve tiraillée entre la maladie de sa fille et la volonté de faire plaisir aux enfants.
Va-t-elle écouter Tiffany et rentrer à la maison ou la forcer à faire un effort pour les deux petits? Désemparée, elle ne sait vraiment plus que décider. On va pas au cinéma. Non, 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 non. Mehdi, Qu'est-ce que t'as? J'ai envie d'aller au cinéma Qu'est-ce que vous allez faire? On va rentrer, mais les enfants sont déçus. Mais qui le premier? Et la journée s'achève comme elle avait commencé, malgré les efforts de Claudie. Encore une fois, le syndrome Gilles de la Tourette l'a emporté. Si vous souhaitez participer à notre émission, appelez le 01 55 26 69 96. Nous attendons vos témoignages. Vous êtes en couple, vous vous aimez, mais vous trouvez que votre conjoint a mauvais caractère, qu'il est toujours de mauvaise foi. Cela a le don de vous agacer. Appelez-nous. Votre conjoint vous délaisse pour sa passion, ses hobbies comme le sport, les voitures ou encore les sorties avec ses copains. Vous en avez assez, mais il ne veut rien savoir. Contactez-nous. Vous vivez une situation particulière avec vos parents ou vos enfants, relation fusionnelle, mère possessive, voire étouffante. Vous le vivez bien ou vous en avez assez. Appelez-nous. Vous êtes à la recherche d'un proche, père, mère, frère, sœur, vous ne l'avez pas revu depuis des années et avez perdu sa trace, vous tenez absolument à le retrouver, contactez-nous. Et enfin, vous rencontrez des problèmes avec votre enfant, caractère difficile, trouble du comportement, il est toujours en opposition avec vous, vous ne savez plus comment faire, contactez-nous au 01 55 26 69 96 ou par email confession intime sur le site de tf1.fr. Confessions intimes est à présent terminée. Merci à tous nos intervenants pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Cette émission a été préparée par Lionel Delfini et réalisée par Jean-Jacques Amselem. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Rendez-vous dans 15 jours. Bonsoir.